bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous avez bien déjeuné. On va parler aujourd'hui de médecine préventive, de médecine prédictive. Je m'appelle Jean-Claude Durousseau, je suis journaliste santé. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux pour une émission qui s'appelle Capital Santé. Aujourd'hui, donc, on va parler de médecine préventive, médecine prédictive. Que recouvrent ces concepts? Comment on doit organiser la chaîne de soins pour qu'elle arrive à rendre un meilleur service aux patients et qu'on arrive enfin à mettre en place des politiques de médecine préventive? À quoi sert la prévention? Quelques exemples concrets, voilà l'objet de cette session qui va commencer maintenant. Alors avec moi sur le plateau, le docteur Laurent Chauveau. Docteur Laurent Chauveau, donc vous êtes généraliste. Madame Sophie Coudray, j'aurais dû commencer par vous, j'ai pas été très galant, je suis désolé. Vous êtes infirmière et plein d'autres choses en plus. Et monsieur Laurent Daven, vous êtes pharmacien. Donc il nous manque encore monsieur Cordier qui est un médecin spécialiste ophtalmo, mais on a un exemple devant nous de ce qu'on appelle la chaîne de soins avec les infirmières, le pharmacien, le médecin, il nous manque aussi peut-être des paramédicaux et puis le médecin spécialiste, mais la chaîne de soins de proximité, elle est incarnée par nos invités aujourd'hui. Alors on va commencer par un peu de sémantique. Médecine prédictive, médecine préventive, c'est deux termes où il y a une confusion parfois, on ne sait pas vraiment ce que ça recouvre. Donc docteur Chauveau, est-ce que vous pouvez nous expliquer la différence entre la médecine préventive et la médecine prédictive? Ça marche, vous avez du son. Alors, la médecine prédictive, c'est quelque chose qu'on utilise très très peu. Très peu parce que on l'utilise quand il y a des problèmes génétiques dans une famille et qui vont nous permettre de cibler vraiment de façon très importante. On va le trouver dans certains cancers, les cancers du côlon, dans des cancers du sein, avec des codes génétiques qui vont être mutés dans la famille. Et là, on va pouvoir faire de la prévention. C'est Angelina Jolie qui... Oui, voilà, pour donner un exemple précis, Angelina Jolie, vous en avez tous entendu parler, enfin ceux qui lisent Voici, elle a un historique génétique et donc elle décide, médecine prédictive, de dire, voilà, moi, compte tenu de mon historique génétique, j'aurai sans doute un cancer du sein, je ne sais pas lequel, et donc double mastectomie, on enlève tout, médecine prédictive. C'est un peu radical. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très radical et qu'on utilise très très peu. Il y a très peu de Nivernais dans des villes moyennes comme dans des villes médianes, comme ici, qui utilisent ce type de prévention. Donc la médecine prédictive, moi j'ai pas tellement envie d'en parler parce que j'ai très peu de connaissances sur ce sujet. Je l'utilise très très peu. Par contre... Alors, je vous coupe 30 secondes par rapport à la médecine prédictive. Donc il y a cet aspect spectaculaire, Angelina Jolie dont on a parlé. Là c'est la médecine prédictive qui se base en fait sur la génétique et sur l'historique génétique de la famille. Il faut voir aussi, par exemple, avec le développement de l'intelligence artificielle et notamment dans la radiologie, que à travers plusieurs clichés de suite pris à des intervalles de temps différents, on peut faire de la médecine prédictive par rapport à l'évolution d'une tumeur. Et là, on est dans des choses beaucoup plus... c'est de la médecine de tous les jours, j'allais dire, à l'hôpital. Je voulais juste... Voilà, ça se passe dans des milieux hospitaliers, principalement universitaires, et dans des villes médianes comme Nevers, on n'a pas encore la possibilité de faire ce genre d'activité. Donc la médecine prédictive va plus s'orienter sur des CHU que des villes universitaires avec déjà des plateaux techniques importants. Alors par contre, la prévention, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours, mais qu'on n'utilise pas assez aujourd'hui. Il y a trois types de prévention. Il y a la prévention qu'on va appeler la prévention primaire. La prévention primaire pour diminuer l'incidence d'une maladie. Vous avez sans doute entendu parler du mois sans tabac. Le mois sans tabac, on est dedans. Pour aider les gens à ne plus fumer, ben voilà une prévention primaire pour ne pas qu'ils puissent contracter une maladie.
il y a la prévention qu'on appelle secondaire, qui va être non pas pour diminuer l'incidence d'une maladie, mais pour diminuer la prévalence. Alors la prévalence, c'est un gros mot. Sophie en parlera mieux que moi, c'est par exemple le diabète. La prévalence du diabète, quelque chose qui est important. Et elle pourra en parler tout à l'heure, c'est de la prévention secondaire. Mais quand la maladie est déjà présente ou quand on a des facteurs de risque qui sont importants. Et puis, il y a la prévention qu'on appelle la prévention tertiaire qui va, elle, permettre de diminuer les incapacités, les récidives de maladie. Par exemple, vous avez l'infarctus, vous faites un infarctus, un syndrome coronarien aigu. Eh bien, après l'infarctus, il y a des traitements qu'on va mettre, qu'on appelle le basique, en mettant quelques médicaments, dont les statines, dont vous avez entendu parler, qui augmentent énormément ce qu'on appelle la morbimortalité. La morbimortalité, c'est ne pas faire de nouveaux épisodes, de ne pas faire de complications et de ne pas mourir de cette maladie. Eh bien aujourd'hui, on peut avoir des espérances de vie extraordinaires avec certaines maladies, à condition toutefois de faire de la prévention tertiaire. Voilà 3 types de prévention qu'on peut donner. Alors pour ce qui est prévention primaire, c'est ce qu'on va tenter de faire régulièrement. En venant, j'entendais sur France Info en prévention, ils annonçaient que le temps actuel favorisait la recherche de champignons et il y a eu 250 intoxications cette semaine. Et bien voilà, faire de la prévention primaire peut être de dire tout simplement aux gens, si vous ne connaissez pas les champignons, eh bien photographiez-les avant, essayez de connaître, mais surtout qu'on puisse derrière, s'il y a un problème, comment je vais dire, retrouver très rapidement quelle toxicité il puisse y avoir. Alors il y a beaucoup, le tabac, j'ai mis ce petit badge pour la prévention pour les vaccins. Vaccinez-vous contre la grippe. La grippe, c'est 13 000 morts l'an dernier, c'est 14 400 il y a 2 ans. S'il y a des professionnels de santé parmi vous, vous risquez d'être en contact avec des gens fragiles. Ne leur donnez pas, vous risqueriez de les tuer. Alors voilà, donc médecine prédictive, médecine préventive. On a bien compris, la médecine prédictive, elle prédit, comme son nom l'indique. Et la médecine préventive est là pour prévenir des choses qui pourraient se passer. Et l'information, ça fait partie d'un des moyens, finalement, de la médecine préventive avec toutes les campagnes de formation. Alors, notre sujet aujourd'hui, c'est comment on organise la chaîne de soins pour mieux faire de la médecine préventive. La médecine préventive, pour vous faire la transition, les cardiologues disent aujourd'hui que les principaux gisements de progrès dans le traitement des maladies cardiovasculaires, finalement, c'est plus tellement la technologie, parce qu'elle a fait énormément de progrès, mais c'est la prévention. La prévention par rapport aux conditions de vie, le tabac, l'obésité, l'exercice, choses comme ça. C'est ça qui va nous faire gagner maintenant de l'espérance de vie. Donc la prévention, elle joue un rôle très très important. Alors comment, dans une ville médiane, on fait de la prévention? On va attaquer avec le pharmacien peut-être, parce que le pharmacien, c'est celui qu'on va voir très souvent. Et puis quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit, il y a des déserts, vous pouvez parler, je pense que ça fonctionne. Vous m'avez dit, il y a des déserts médicaux, mais il n'y a pas de désert pharmaceutique. Alors le pharmacien, il est là partout, 7 sur 7, 24/24. Voilà, oui, je voulais vous remercier de nous avoir invités. Effectivement, aujourd'hui, vu la répartition des pharmacies sur le territoire national, il n'y a pas de désert pharmaceutique. Contrairement malheureusement aux déserts médicaux qui peuvent exister. Aujourd'hui, vous avez à peu près 4 millions de personnes qui rentrent dans les officines tous les jours, sans rendez-vous, et donc qui sont en contact avec un problème de santé qui peut les écouter. Donc c'est une force du réseau officinal. Je rejoindrai effectivement l'analyse des 3 préventions, effectivement primaires, secondaires et tertiaires, que réalise aussi le pharmacien. La prévention primaire, c'est avant, c'est les comportements, c'est l'analyse des comportements. Le pharmacien, bien sûr, est en contact avec la population pour la contraception, pour aider les jeunes femmes, pour l'obésité d'adolescence. Il peut aussi avoir effectivement des consultations sur le tabac, sur l'ostéoporose, enfin plein d'interventions qui peuvent se développer au sein de l'officine pour accompagner la prévention.
Dans la phase secondaire, c'est-à-dire la prévention tertiaire, effectivement, sont organisées régulièrement dans toutes les officines de France des campagnes de dépistage. On a accès maintenant à de multiples tests de diagnostic nomades, faciles à mettre en œuvre. Le VIH, le diabète, le test de l'angine à streptocoque, on peut développer le test du cholestérol. Enfin, on a plein de tests qui permettent effectivement de prédiagnostiquer des états pré-pathologiques et qui permettent d'orienter sur un comportement ou sur une consultation médicale, parce que ça peut déboucher sur une consultation médicale ou une prise en charge médicale. Et puis, en fin de compte, pour le tertiaire, bien sûr aussi, donc là après, c'est tout l'accompagnement des traitements des patients, c'est-à-dire quand ils prennent leur traitement, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Et notamment, il y a un gros domaine où on peut intervenir, c'est la iatrogénie, puisque aujourd'hui, il y a 25 ou 35 000 morts, je ne sais plus combien, on estime à peu près à la iatrogénie, et on a mis en place depuis 2017 l'accès à un bilan de médication, c'est-à-dire que les patients âgés polymédiqués peuvent consulter leur pharmacien, faire l'analyse de traitement et voir effectivement si les traitements sont adaptés par rapport à leur pathologie ou à leur état général, type l'insuffisance rénale ou l'insuffisance hépatique, qui peuvent avoir des conséquences importantes sur l'assimilation des médicaments ou sur l'effet des médicaments. Voilà. Alors ça, c'est un point très très important, hein. On va y revenir. Donc, vous avez parlé de deux choses, vous avez parlé de plein de choses, mais vous avez parlé du dépistage. Donc, on va rentrer dans le détail des dépistages. On peut se faire dépister de quoi dans une pharmacie et pourquoi c'est important d'y penser? Aujourd'hui, il y a des dépistages qui sont faits soit par campagne, soit par accessible. Ça dépend un petit peu des. Il n'y a pas de catalogue officinal ou par officine qui permettent d'accéder à ça. Sophie, vous voulez. Je peux compléter ce que M. Daven dit. Effectivement, on a par exemple la semaine prochaine, le 14 novembre, la journée mondiale du diabète, l'occasion de rappeler aux personnes qui savent que leurs parents, leurs grands-parents ont présenté à un moment donné un diabète, ces personnes-là sont en risque, effectivement, de déclarer le diabète plutôt qui apparaît avec une notion d'âge, diabète de type 2. Donc notre travail est de rappeler, d'informer, de sensibiliser. Et la journée mondiale du diabète, nous inviterons avec les associations de patients, les patients à se faire dépister, alors ou bien lors des actions que l'on va mener dans les maisons de santé, dans différents endroits du département et sur l'agglomération de Nevers, je pense à Garchizy entre autres, et puis dans les officines, puisque régulièrement, Laurent, je crois aussi, vous menez des actions vous faites du dépistage dans les officines. Alors, pour vous donner un exemple concret de l'importance du dépistage, en France, vous voyez quoi, 65, 67 millions, un truc comme ça, 15 millions de Français, donc c'est beaucoup quand même sur l'ensemble de la population, souffrent d'hypertension artérielle. Les Américains appellent ça le silent killer, le tueur silencieux. L'hypertension artérielle, pas de symptômes, et puis un jour, on a un gros pépin. 15 millions de personnes en souffrent. Seulement 50% des gens sont diagnostiqués. Et pourtant, c'est simple à diagnostiquer l'hypertension artérielle. Donc la prévention, c'est ça aussi. Hein. Alors ça, c'est la prévention primaire pour découvrir les patients qui sont atteints d'hypertension. C'est la prévention primaire. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que parmi tous les gens qui sont traités pour l'hypertension, beaucoup ne sont pas aux objectifs tensionnels, et ça c'est un point important, et ils risquent quand même de développer des pathologies sous-jacentes, parfois même avec 2, 3, 4 médicaments, ils ne sont pas aux objectifs. Alors ça c'est un point important. Ce qui veut dire que très peu de patients sont aux objectifs, puisqu'il y a ceux qui ne sont pas traités, mais parmi les traités, il y en a beaucoup qui n'ont pas... et ça, apprendre à prendre sa tension, hein, 3 fois apprendre dans la même, mais pas avec la même orthographe, c'est quelque chose d'important pour que les gens puissent se surveiller eux-mêmes. Et il y a tout un apprentissage qui est nécessaire dès lors qu'on a une maladie, que ce soit le diabète, que ce soit d'autres maladies. C'est ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique, ce que fait Sophie, et qui va pouvoir vous en parler dans la prévention secondaire, voire la prévention tertiaire. C'est ce qu'elle fait tous les jours, au quotidien. Elle a une grande expérience sur ce domaine.
de pouvoir apprendre à bien maîtriser sa pathologie. Alors, éducation thérapeutique, justement, vous allez nous en parler. Et puis, on va parler aussi de certains outils qui sont disponibles en pharmacie pour prendre sa tension. On peut aller aussi tout simplement se peser. On peut vérifier sa masse graisseuse. Enfin, tout un tas de choses très, très facilement. Sophie ? Oui, alors l'éducation thérapeutique, oui Laurent, effectivement, au réseau Resédia que je coordonne depuis une dizaine d'années, nous avons mis en place cette approche qui permet d'aider le patient à être acteur dans la prise en charge de sa maladie chronique. On peut souligner, effectivement, M. Rousseau, que les maladies chroniques sont de plus en plus nombreuses. Et qu'il faut qu'on prévienne davantage. Laurent, tu le disais, il y a la prévention pour pas que la maladie se déclare trop vite. Et en parlant du diabète, s'il se déclare plus tard, ça sera mieux que trop tôt. Donc on met des actions de prévention en place pour retarder l'apparition ou l'éviter. Après, il y a aussi la prévention des complications du diabète. Et donc tout cela nous amène à éduquer le patient, à avoir une posture de savoir-être, de savoir-faire et de faire passer des messages dans l'éducation pour permettre aux patients de s'impliquer dans le suivi de sa maladie chronique. Voilà, donc ça se fait à travers des ateliers collectifs, avec des bilans individuels, avec une équipe pluridisciplinaire, et ça c'est très très important, pour prendre en charge le patient dans sa globalité. Je tiens absolument à cela. On parlait avec le docteur Chauveau hier soir, suite à l'intervention, on rappelait un petit peu la définition de la santé. On y tient absolument, et je rappelle régulièrement à mes équipes qu'une personne je rappelle le fait qu'être en bonne santé, c'est un bien-être physique, mental, mais aussi social. Et on est très attaché à tous ces paramètres quand on fait nos ateliers d'éducation thérapeutique pour améliorer la qualité de vie du patient, mais aussi de son entourage. C'est très important. Alors, c'est très important cet aspect social, parce qu'on a parlé de pathologies comme l'hypertension, le diabète, qui sont des pathologies chroniques, lourdes aussi. Mais pas forcément désociabilisantes. Et je voudrais attirer l'attention sur la vue, l'audition, qui, elles, sont des pathologies désociabilisantes. Et là encore, on ne fait pas forcément assez de prévention. Donc, est-ce qu'on peut parler de la DMLA? Est-ce qu'on peut parler de la presbyacousie? Est-ce qu'on peut parler de ces choses-là? Et comment on fait de la prévention là-dessus? Je pense qu'il y a quand même des actions de prévention qui sont mises en place. Je crois que la semaine prochaine, je ne sais plus si c'est une mutuelle ou une assurance qui fait du test d'audition prochainement. Je pense qu'on n'est pas suffisamment informé de tout ce qui se fait sur notre territoire. En fait, on a des ressources très importantes, j'en suis persuadée, mais il y a un manque un petit peu de communication, il y a un manque des fois d'information, ou il y a peut-être trop des fois, et qui fait qu'on passe peut-être des fois au travers de certains dépistages, mais que ce soit le dépistage par rapport aux complications du diabète et la rétinopathie, on a, je peux peut-être me permettre de le dire Laurent, un camion effectivement itinérant sur le département, une action qui est pilotée par l'URPS, l'Union régionale des médecins libéraux. Et ce camion d'ailleurs depuis peu vient à la maison de santé de Garchizy. Donc vous pouvez venir consulter. Vous appelez à la maison de santé, vous donneront les dates au mois de décembre, ils reviennent, 18 décembre. Je pense qu'au niveau de l'audition, il y a aussi, et c'est vrai, vous avez raison de souligner que c'est très invalidant parce que ça coupe du monde. Quand on a autour de soi des parents ou grands-parents et qu'on s'aperçoit qu'on peine à communiquer, c'est un réel souci. Donc là aussi, il faut peut-être qu'on soit, vous avez raison de le souligner davantage dans la prévention par rapport à ces problèmes-là. Et là encore, c'est quand on commence à devenir sourd, mais la presbyacousie, on peut peut-être en dire un mot. La presbyacousie, vous savez ce que c'est la presbyacousie ou pas? Non? Alors, quand on vieillit un petit peu, quand on a mon âge, voilà, on commence à tout naturellement devenir presbyte. C'est-à-dire qu'on voit, on allonge les bras comme ça pour voir. Et bien au niveau de l'oreille, c'est un peu pareil. On fait de la presbyacousie, c'est-à-dire que quand on est dans un environnement comme celui-là, à un moment, on a du mal à distinguer les sons de la personne qui vous parle par rapport à l'environnement général. Donc ça veut dire que par exemple, quand on est dans un repas de famille, quand on est au restaurant, eh ben, on a un peu plus de mal à s'intégrer dans la conversation. Et ça, c'est pas grand-chose.
c'est normal. On n'est pas. C'est vrai que c'est stigmatisant. Les sourds ont été stigmatisés longtemps, mais c'est normal. Tout le monde souffre de presbyacousie, comme tout le monde, au bout d'un moment, souffre de presbytie. Alors, on n'a pas peur de mettre des lunettes quand on est presbyte pour lire le journal. Et ben, de même manière, il faut vérifier son audition et ne pas avoir peur d'avoir un petit appareil qui est très très discret, alors qui est mal remboursé encore aujourd'hui, hein, c'est un problème, mais qui est très très discret et qui permet de rester dans la vie et dans la société. Donc je voulais faire ce point sur la presbyacousie parce que je pense que c'est un point important. Vous vouliez rajouter quelque chose ? Vous parliez de la vision. Les problèmes de vision sont relativement importants. Hein. À partir de la cinquantaine, effectivement, il n'y a pas beaucoup de gens qui ne portent pas de lunettes, ou alors ils trichent, ils mettent des lentilles. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec cette baisse de la vue, comment on va s'adapter. Je voudrais revenir un petit peu sur le thème qui nous réunit aujourd'hui. Quelles sont les innovations qu'on peut faire dans les villes médianes? Et puis le sujet aujourd'hui, c'est dans cette prévention, comment on peut déléguer des tâches. On l'a vu tout de suite avec Sophie, il y a des tâches qui peuvent être déléguées pour faire de la prévention, pour faire du dépistage. Mais on peut aussi le faire non pas avec des professionnels de santé, mais aussi avec des associations. Dans les semaines qui viennent, s'il y a des gens qui sont intéressés, c'est pas de la publicité, je n'ai rien à gagner, mais sur la maison de santé de Garchizy, on va faire des ateliers avec la prévention routière. Il y a des ateliers tous les mardis après-midi où vous pouvez, si vous le souhaitez, venir faire des ateliers de conduite, voir les petits problèmes qu'on peut avoir une baisse de vue avec un champ visuel qui est un peu déficitaire. On peut le faire avec cette prévention, on peut la faire avec des professionnels de santé, mais des non-professionnels de santé. Et c'est une éducation à avoir et à transmettre un petit peu à tous. Au niveau du dépistage, c'est quelque chose qui se fait bien. Alors il y a des dépistages qui sont organisés pour tous les gens qui ont plus de 50 ans. Vous connaissez le dépistage du cancer du côlon. Entre 50 et 75 ans, on fait un dépistage qui est organisé. La même chose pour le cancer du sein pour les femmes. Vous avez le frottis cervico-vaginal qu'on va faire pour dépister les cancers du col de l'utérus chez les femmes entre 25 et 65 ans, qui peut être organisé. Mais on peut aller au-delà aussi de ce type de prévention. Le cibler en fonction des familles, le cibler en fonction des facteurs de risque. Par exemple, quelqu'un qui a un peu d'embonpoint, qui a un périmètre abdominal à plus de 94 chez l'homme, donc tous les hommes qui mettent un pantalon de plus de 52 peuvent faire attention. Toutes les femmes qui mettent un pantalon à plus de 44, et même en dessous, mais la plupart du temps c'est comme ça. C'est très simple, on peut se dire, peut-être que j'aurai des problèmes de diabète, peut-être que j'aurai des problèmes de cholestérol, peut-être que j'aurai des problèmes d'hypertension. En fait, il n'est pas trop tard. On appelle ça le syndrome polymétabolique dans notre jargon. Et ce syndrome polymétabolique, on peut lutter très en amont. Vous avez entendu parler de l'activité physique adaptée, de régime méditerranéen, de tas de choses. On peut agir avant qu'une maladie intercurrente puisse arriver. Alors, ce que j'ai envie de vous dire surtout, c'est ne soyez pas malade. Surtout dans les villes médianes, parce que dans les villes médianes, le problème c'est que y a très peu de médecins, il y a très peu de professionnels de santé. Vous l'avez sans doute remarqué, aujourd'hui c'est une véritable catastrophe. On est un des départements aujourd'hui les plus bas en densité médicale, à 82,5 pour 100 000 habitants, alors que la moyenne française est à 127. Donc ne soyez pas malade, prenez votre santé en charge. On est là pour vous aider et on est là en train de mettre des délégations qu'on fait avec des professionnels de santé de tous bords, avec des équipes pluriprofessionnelles, ce que vous trouverez dans les maisons de santé pluriprofessionnelles, pour vous aider à prendre en charge votre santé. Je ne sais pas si vous avez lu la petite brochure tout à l'heure, avant de venir, mais où ça avait été préparé comme la voiture. Qui veut aller loin, ménage sa monture. On disait ça pour les chevaux auparavant, maintenant on le dit pour les voitures. Les voitures ont un contrôle technique obligatoire. Vous n'avez pas de contrôle technique obligatoire, et c'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas faire de prévention très en amont. Et ce qu'il faut, c'est que vous puissiez
bénéficier de toute cette prévention pour ne pas tomber malade dans des départements comme le nôtre, où les grandes structures pour vous soigner sont relativement loin. Donc la prévention, le dépistage, ce sont des choses qui sont vraiment importantes. Prenez-en soin. Oui, je voulais rebondir un peu sur ces propos, sur la délégation. Agnès Buzyn l'avait dit l'année dernière aux États généraux de la santé, ici, il faut dégager du temps médical. Donc je voulais souligner deux opérations réalisées en coopération avec les pharmaciens. La première, la vaccination. Alors, la vaccination antigrippale, vous savez qu'il y a aujourd'hui 4 régions en France où les pharmaciens peuvent réaliser des vaccins antigrippaux. Plus près ? En face, pardon, comme ça. Si je ne suis pas habitué, je ne suis pas rappeur, hein, donc excusez-moi. Donc aujourd'hui, il y a 4 régions qui réalisent des pharmaciens réalisent des vaccins antigrippaux, en complément bien sûr des médecins et des infirmières, pas à leur place. Et aujourd'hui, il y a 260 000 vaccins qui ont été réalisés depuis aujourd'hui jusqu'au 5 octobre. Par rapport à l'année dernière où il y avait 2 régions, c'est plus du double. Et l'année prochaine, normalement, la population nivernaise pourra se faire vacciner si elle n'a pas accès aux médecins ou aux infirmières en pharmacie. Et la deuxième initiative par rapport aux situations de tests il y a une initiative qui a été mise en place dans la Nièvre, aujourd'hui qui est en cours de négociation avec le ministère. C'est-à-dire une expérimentation qui va avoir lieu sur les tests rapides de diagnostic d'angine. Aujourd'hui, des patients viennent à la pharmacie, ils disent j'ai mal à la gorge, j'ai mal à déglutir. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une angine bactérienne? Est-ce que c'est une angine virale? On ne sait pas trop. Il existe un test de dépistage d'une angine à streptocoque qui peut être réalisé dans les cabinets médicaux et qui n'est pas très fréquemment réalisé. Statistiquement, en tout cas, ce que nous dit l'ARS, c'est que c'est pas très fréquemment. D'accord. Bon, enfin, le but du jeu, c'est pas de remplacer. Donc l'idée étant de dire, de faire une expérimentation, les personnes pourront venir à la pharmacie réaliser ce test. Si le test s'avère positif, c'est-à-dire si identifié comme une angine bactérienne, le patient sera dirigé vers un médecin, bien sûr, puisqu'il faut qu'il y ait une prescription antibiotique. Si le test est négatif, il sera rassuré, on pourra donner des produits locaux sans problème, etc. Donc ça sera dans la Nièvre, j'espère, l'année prochaine. Alors, donc deux réponses aux besoins, disons, de dégager du temps médical éventuellement pour gagner du temps et pour donner un accès aux soins à la population. Donc voilà, pour ce résumé, de l'éducation, pour éviter de tomber malade, l'utilisation de toute la chaîne de soins. Alors l'exemple du test de l'angine, c'était un exemple parmi d'autres, mais l'utilisation de toute la chaîne de soins pour désengorger la chaîne et faire qu'on ait plus facilement accès aux professionnels de santé. Et ça nous amène au problème de l'engorgement des médecins. Vous me disiez hier, j'ai plus de 1000 mails auxquels j'ai pas répondu et en rentrant, j'aurai encore une 60aine de coups de fil à passer. Alors, dites-nous quand même en quelques mots la vie d'un médecin aujourd'hui. La vie d'un médecin, c'est très variable. Il y a des médecins, alors les jeunes générations travaillent moins en temps que les anciennes générations, les femmes un petit peu moins que les hommes en temps, parce que souvent c'est elles qui s'occupent des enfants à la maison. C'est vrai que les vieilles générations de médecins, dont je fais partie des derniers dinosaures, arrivent à 80 heures par semaine, et ce qui n'est pas quelque chose de logique quand tout le monde est à 40 heures, voire moins. Ils ont envie d'avoir une qualité de vie et ils ont, à mon sens, bien raison. Parce que y a le temps qui est dédié aux patients, bien sûr, où on est devant le patient, mais il y a aussi un travail administratif, de tenue de dossier, de travail d'analyse quand on reçoit les résultats d'examen, toutes ces choses-là qui nous prennent un temps considérable, et puis il y a des rappels. Lundi, la semaine dernière, mon standard a géré 176 appels, pour moi tout seul. Un médecin moyen en France voit 17 patients au jour. Moi, je pourrais arrêter mes matinées. Je commence très tôt le matin puisque je commence à 6h30. Mais je pourrais arrêter mes journées à 11h. Et si j'étais comme la moyenne des médecins français. Aujourd'hui, on a des journées qui sont à rallonge.
On a des patients qui sont en complète souffrance actuellement. Dans le département, selon les données de l'ARS, il y a 14% des patients dans le département de la Nièvre qui n'ont plus de médecin traitant, qui sont en rupture complète de soins. Et on attend à ce qu'en 2020, on est en 2018 et demi, hein, en 2020, il y aura à peu près 30% des patients qui n'auront plus de médecin traitant dans le département de la Nièvre. Donc on est obligé de se démultiplier, d'allonger nos journées, on n'y arrive plus, et il arrive un moment, ben, on ne peut pas, et on refuse du monde. Donc il va falloir qu'on trouve des solutions et qu'on s'appuie sur les paramédicaux. Ce matin, j'étais avec une orthoptiste, je vois que tu es arrivé avec une orthoptiste et on discutait un petit peu. Ben, les médecins généralistes, c'est comme les ophtalmos, c'est des espèces en voie de disparition. On ne se reproduit pas en captivité en plus, donc c'est vraiment difficile de retrouver des possibilités donc on trouve des solutions avec des paramédicaux. Et puis il y a des choses qu'on va pouvoir mettre en place avec les innovations, avec la médecine. Cette semaine, c'était midi, non, avant-hier midi. Avant-hier midi, on s'est retrouvés, on va travailler sur la commune sur laquelle j'exerce, faire de la recherche clinique observationnelle et pour mettre en place la télémédecine en cardiologie, mais avec l'hypertension. Et que vous puissiez éventuellement, si vous êtes hypertendu, switcher le médecin et passer avec une infirmière pour surveiller votre tension, pour prendre en charge votre tension si votre tension est un petit peu déséquilibrée. Et ce qui nous permet de mettre en place des tutoriels avec l'intelligence artificielle pour adapter les posologies et d'adapter la tension, que vous ayez une tension qui soit dans les objectifs. Je vous parlais tout à l'heure de pratiquement 30% à 50% des gens qui ne sont pas dans les objectifs alors qu'ils sont dépistés et alors qu'ils sont traités. Donc ça nous permettrait d'avoir des chiffres qui soient bons et diminuer la fréquence des accidents vasculaires cérébraux, des arythmies, des insuffisances cardiaques et de toutes ces choses-là. Voilà, donc on peut le faire, on va pouvoir le faire avec la télémédecine et là s'orienter sur des grands centres universitaires puisque là on va travailler avec un hypertensiologue. L'hypertensiologue, c'est un spécialiste parmi les cardiologues, hein, comme on a des rythmologues, comme on a des gens qui vont poser des stents, on a des spécialistes parmi les spécialistes, et bien on va pouvoir travailler avec des spécialités qui n'existent pas sur notre territoire. Oui, alors par rapport à ce que tu dis, Laurent, et aux outils, nous avons également la téléexpertise pour le carnet de suivi glycémique, la télémédecine pour la surveillance du pied diabétique. Hein, quand là, on est plus en prévention, plus secondaire, tertiaire. Voilà, donc on a des outils qui sont déjà un petit peu mis en place dans le département, qui se développent. Nous avons aussi en prévention primaire d'autres outils pour les jeunes. Là, je pense à la démarche Passe Santé Jeune que l'ARS a mis en place, ou pour les personnes plus vieillissantes au PARPA, ou pour nos patients qu'on remet en activité physique, puisque tu parlais en prévention primaire tout à l'heure, Laurent, du bouger plus. Bah, on a aussi les patients sont friands sur leur smartphone d'applications qui leur permettent de voir ce qu'ils ont fait comme activité tel jour et ça les motive. Donc on est aussi assez friand de tout ça. Et puis je vais peut-être rebondir à ce que tu disais aussi, Laurent, sur la délégation des tâches. En ce qui concerne les infirmières, il y a quand même des avancées qui sont en 2018 assez prononcées, puisque le 18 juillet, il a été voté les décrets d'une formation supplémentaire aux infirmières diplômées d'État avec 3 ans d'expérience qui peuvent suivre un master pour devenir des infirmières de pratique avancée. Un master qui se fait en université. Je pense que certaines infirmières ont commencé au mois de septembre. En 2020, l'objectif, c'est de voir déjà un petit peu comment ça sera mis en place. Donc ça pourra venir en soutien des médecins généralistes. Je pense qu'il y aura des nouveaux métiers. Pour les infirmières également, il y a depuis cette année, mais pas que les infirmières, pour tous les professionnels de santé, les médecins, les internes en médecine, les internes en pharmacie,
les infirmiers, mais également les orthophonistes, les kinés, donc les infirmières, les orthophonistes, j'ai dit, je pense à d'autres, mais c'est ça, je cherche les ergothérapeutes, et toutes les professions paramédicales ont maintenant une formation qui s'appelle le service sanitaire, éducation, santé publique. Je ne sais pas si un de vous deux veut renchérir là-dessus, mais en fait, il y a une formation qui est donnée aux étudiants pour apprendre les connaissances et le savoir-faire, savoir-être, la posture, pour faire de l'éducation à la santé. Tu veux ajouter ? Alors sur le secteur de Fourchambault-Garchizy, dans les mois à venir, avec le centre social de Fourchambault, nous allons accueillir 3 élèves infirmières et 3 étudiants en médecine qui sont en 3e année, justement pour ce service sanitaire. Donc on voit bien alors des nouveaux métiers qui vont se mettre en place, finalement pour soulager les... Alors, des nouveaux métiers qui vont se mettre en place pour vous soulager, des nouvelles technologies qui vont se mettre en place aussi. On a parlé hier beaucoup de télémédecine, on a même été assez loin, on a parlé d'intelligence artificielle, tout ça. Bon, alors il y a aussi, ici c'est le salon de l'innovation. Alors je vous ai ramené, j'ai fait mon Bonaldi moyen, je vous ai ramené quelques innovations pour que vous voyez que ça foisonne de tous les côtés. Alors il y a des choses qui fonctionnent avec des appareils type iPhone où on peut mesurer tout un tas de paramètres et vous pouvez être en lien avec des plateformes, enfin voilà. Après il y a des choses aussi, on vous a dit tout à l'heure que la population elle vieillissait, hein, c'est un facteur démographique et avec le vieillissement de la population il y a les maladies chroniques et hélas l'aide à la personne n'est pas toujours là et on ne peut pas être derrière tout le monde. Alors il faut qu'il y ait quelqu'un derrière les gens. Alors par exemple il y a ces lunettes innovantes, ces lunettes qui sont développées par Atoll. Alors ces lunettes elles ont l'originalité que d'abord je les oublie pas parce que j'en ai besoin pour voir, hein, et puis quand je tombe, si je fais un malaise, quand je tombe, eh bien, la lunette prévient un centre d'appel et ce centre d'appel me contacte avec cette petite interface, hein, et elle me demande si je me suis fait mal, elle me demande si tout va bien et bien évidemment, si je ne suis pas en capacité de répondre, elle envoie immédiatement les secours. Alors vous allez me dire, ouais mais qu'est-ce qui se passe si par exemple je fais tomber mes lunettes? Alors elles sont assez intelligentes parce qu'elles sont capables de savoir si je suis tombé avec les lunettes sur le nez, c'est-à-dire que c'est moi qui suis tombé, qui ai fait un malaise, ou si tout bêtement je les ai fait tomber par terre et dans ces cas-là ça ne déclenche pas les secours. Alors ça, vous pouvez les voir sur le stand qui est au fond là-bas. Vous avez aussi ce coussin. Alors ce coussin, il est bien agréable, hein, quand on peut le mettre sur les genoux et il est en démonstration là-bas. Et ce coussin, en fait, vous voyez, il a l'avantage d'avoir des grosses touches bien en évidence, et ce qui fait que même si on ne voit pas bien, on est quand même capable de lire ici que c'est SOS, voilà. Et ce coussin, il vous permet de communiquer avec votre télé. Il a une interface avec la télé. Il vous permet de vous faire livrer. Il vous permet de communiquer avec vos proches, d'avoir une interface loisir et surtout d'avoir aussi cette fameuse touche SOS quand vous êtes tout seul à la maison. Alors ce coussin, bon, on pourrait avoir exactement la même chose, hein, sur un iPhone. Mais l'avantage, c'est que pour des personnes qui sont moins adeptes ou moins habituées de la technologie, le coussin, ça peut être rigolo. On peut le porter, on l'a sur les genoux et c'est bien agréable. Ça nous tient chaud l'hiver et c'est une présence digitale, ce coussin. Alors tout ça, bon, c'est un petit peu anecdotique, mais pas tant que ça finalement. C'est pour vous dire qu'il y a des tas d'outils qui se mettent en place et qui sont des outils qui vont vous permettre d'être en lien permanent, soit en lien avec vos proches, bien évidemment, vous le savez, mais en lien avec des services de santé, des plateformes, des services d'urgence, aussi en lien pour prendre vos paramètres de santé. Vous parliez tout à l'heure de l'hypertension et de voir si on est dans les objectifs ou pas. Ces outils sont des outils intelligents qui ont des mémoires et vous pouvez regarder les courbes d'évolution, voir
où vous en êtes de votre santé. Vous parliez tout à l'heure de bilan auto, eh ben, c'est un peu comme si vous alliez au contrôle auto. Aujourd'hui, quand vous avez une voiture, vous arrivez en concession, la première chose qu'on fait, c'est qu'on met un truc dans l'ordinateur de votre voiture et puis on regarde tout ce qui n'a pas bien été. Et ben, ces outils connectés vont permettre finalement aux professionnels de santé de regarder soit en permanence, soit quand vous allez les voir, ce qui n'a pas bien été. Et dans ce qui n'a pas bien été, je voulais qu'on parle brièvement de quelque chose qui est très très important et qui vous intéresse vous les pharmaciens, c'est le mésusage des médicaments et le non-respect des posologies, qui est un facteur très très important de problèmes de santé et sur lequel vous avez un rôle de conseil et un rôle de suivi. Eh ben, faut parler dedans, c'est tout. Faut parler. Oui, oui. Donc comme le disait tout à l'heure Laurent, on a des professions qui se transforment énormément et nos aides, je dirais, sont extrêmement importantes. Alors en ce qui concerne l'ophtalmologie, c'est vrai que nous on a développé depuis X années, bien avant d'attendre les ordres, je dirais, ou les recommandations ministérielles, des aides qui sont des orthoptistes et qui nous aident énormément en fait dans notre métier et qui réduisent énormément les délais de rendez-vous, et ça c'est vraiment extrêmement important. Et puis je voulais juste aussi faire deux petites apartés, en fait, ce que vient de nous proposer Jean-Claude Durousseau, à savoir les lunettes qui sont quand même là une transformation énorme en fait pour les gens qui sont à leur domicile et qui sont quelquefois susceptibles de faire des chutes, choses comme ça. Et ces lunettes en fait sont connectées, mais elles ont également une batterie qui s'insère, donc qui est ici. Une batterie qui donc met ces lunettes, je dirais, actives 24 heures sur 24 pendant plusieurs mois. C'est-à-dire que vous n'avez pas à recharger tous les 4 matins vos lunettes pour savoir si elles sont vraiment actives ou pas. Elles le sont pendant pas mal de temps. En plus, c'est un prototype, elles ne sont pas très très jolies, c'est vrai. Il y a des lunettes pour hommes, pour femmes, qui seront de couleurs différentes. Mais je pense que c'est quand même dans les EHPAD ou alors dans les appartements dans lesquels vous restez, une relation avec l'extérieur qui est vraiment extrêmement importante. Et puis ce coussin Victor, je suis désolé, je suis un petit peu plus long que prévu, ce coussin Victor aussi c'est quelque chose de magnifique. Il a reçu 2 médailles d'or à l'Épine, voilà, et donc il vient d'avoir aussi au niveau du centre Leclerc un premier prix. C'est quelque chose qui vous met en connexion permanente avec l'extérieur. Vous pouvez, en plus de ce que vous a dit Jean-Claude, vous pouvez, mettons, vous savez qu'on a rouvert le petit théâtre à Nevers il y a peu de temps, vous pouvez être en connexion directe en fait avec le petit théâtre à Nevers et regarder en fait les représentations qui se font au petit théâtre à Nevers. Donc vous n'êtes pas, si vous voulez, hors du monde extérieur, vous êtes toujours en relation avec le monde extérieur. Voilà. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Briser l'isolement des personnes à domicile ou briser l'isolement des personnes dans les EHPAD. Je pense qu'on fait beaucoup de progrès au niveau de la médecine et de la médecine de demain, qui est aussi la médecine d'aujourd'hui en fait, hein, parce que hier on avait, là c'est dommage, ils ont démonté leur cabine de téléconsultation, mais hier en essayant cette cabine de téléconsultation, on a quand même diagnostiqué chez des gens qui sont rentrés comme ça pour essayer, pour voir ce que c'était. On a quand même eu 2 cas d'hypertension artérielle qui n'avaient pas été diagnostiqués, et un s'est retrouvé chez son médecin généraliste et un autre s'est retrouvé aux urgences à l'hôpital de Nevers le soir même. Donc vous voyez que en fait ce sont des choses qui sont extrêmement utiles, et bon, la médecine de demain, c'est sûr, qui va encore progresser. Enfin, on a eu une conférence hier sur la médecine de demain avec tout l'intelligence artificielle, les big data, les smart data et tout et je vous en passerai d'autres. Mais la médecine de demain et celle d'aujourd'hui va être complètement différente de celle que vous connaissez actuellement. Voilà. Alors, donc, on va passer à la question sur le mésusage et la posologie. Avant de passer à cette question, pensez, on va se donner 5-10 minutes de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions-réponses, commencez à y penser, et ensuite on enchaînera directement par une session sur Alzheimer. Donc ceux qui sont intéressés par Alzheimer,
vous restez avec nous. Alors, la posologie, le mésusage, c'est fréquent. Le rôle du pharmacien, il est capital là. Oui, alors dans le mésusage du médicament, il ne faut pas oublier non plus un petit aparté rapide sur l'usage détourné des médicaments. Vous avez eu, il y a 2 ans, une grosse, pas polémique, mais disons sur la codéine, l'usage de la codéine, des sirops codéinés pour préparer des purple drinks qui ont été à l'origine de décès chez les adolescents notamment, et donc qui ont fait que la codéine a été retirée de la prescription médicale obligatoire. Donc ça existe, les réseaux sociaux malheureusement à ce niveau-là sont très inventifs et participent à la diffusion de ces cocktails un petit peu dangereux. C'est un problème de mésusage. Concernant l'observance des traitements et la iatrogénie. Pour souligner ce que vous dites, on n'achète jamais de médicaments sur Internet. Alors, jamais, jamais. L'idée effectivement c'est de dire, allez chez votre pharmacien, il vous contrôle la dispensation, il peut refuser de dispenser des médicaments, donc privilégier le circuit bien sûr de la pharmacie parce qu'il est garanti en France qu'on n'a pas de médicaments falsifiés. On espère garder ça. Donc sur Internet, il est coutume de dire qu'il y a 80% de médicaments falsifiés, donc ce que vous achetez, c'est au pire inefficace, au mieux inefficace, au pire dangereux. Voilà. Donc concernant la iatrogénie, l'observance de la prise de traitement, effectivement, il est important d'être en contact avec son pharmacien ou avec bien sûr ses professionnels de santé pour l'efficience du traitement. Donc à la fois, je te parlais tout à l'heure d'avoir réalisé des bilans, on peut réaliser des bilans de médication pour voir si les traitements sont encore adaptés ou pas, ou trop adaptés à la limite, parce que quand on vieillit, paradoxalement, il faut diminuer les posologies. Donc adapter effectivement les traitements, et puis on peut mettre en place un certain nombre d'outils maintenant qui existent pour améliorer l'observance, notamment des piluliers intelligents qui préviennent qu'il faut prendre ces médicaments à telle heure, etc., qui préviennent éventuellement la famille si le produit n'a pas été pris. On développe aussi la préparation des doses à administrer, c'est-à-dire plutôt que d'avoir des boîtes de médicaments dans lesquelles on prélève un médicament le matin, un médicament le midi, un médicament le soir, et ben on prépare des sachets avec une chronologie, ce qui permet d'avoir une meilleure observance et une meilleure efficience du traitement. Voilà les points rapides sur ça. Voilà, donc quand on n'est pas sûr d'un médicament, on demande bien à son pharmacien, on peut lui demander d'écrire sur la boîte, on peut utiliser des piluliers connectés, on peut lui parler de ses autres traitements pour voir s'il n'y a pas de problème, on peut lui parler, on peut revenir le voir en lui disant depuis que je prends ce traitement-là, je fais des cauchemars ou j'ai du mal à dormir ou j'ai tel problème. Et là, le pharmacien, en lien avec le médecin, est capable d'identifier éventuellement un problème. Il faut parler en fait à son pharmacien. Hein. Oui, j'ai des vertiges souvent avec les hypnotiques et les antidépresseurs. Il y a des phénomènes secondaires. On se lève rapidement la nuit, on a pris son hypnotique, et ben on a souvent du fémur un peu cassé qui est secondaire à ces chutes, et après on sait que chez les personnes âgées, c'est compliqué d'aller à l'hôpital et de rentrer chez soi après l'espérance de vie est nettement diminuée statistiquement. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions sur votre santé? Alors je vois une question là-bas, voilà, tout au fond. Bonjour, tout d'abord je voulais féliciter le clin d'œil sur l'éducation thérapeutique. Alors parlez plus fort parce que je fais de la presbyacousie où on ne vous entend pas. Allô, allô, vous m'entendez? Allez-y, parlez. Non. Vous entendez? Vous m'entendez? Oui. Bon. Tout d'abord, je tenais à féliciter le clin d'œil sur l'éducation thérapeutique qui est un élément essentiel dans l'accompagnement et la compréhension des maladies pour les personnes à domicile. J'avais 2 questions. La première concerne les TROD, les tests de dépistage rapide. Vous parliez des TROD en pharmacie, les tests VIH. Que faites-vous d'un résultat positif hors établissement de santé? La deuxième question, je vais la poser après. Donc la deuxième question serait vos lunettes pour les patients chuteurs, révolutionnaire, formidable, mais on sait que ce serait nécessaire en EHPAD à domicile, évidemment. Les post-chutes, les rhabdomyolyses, tout ce qu'on peut trouver en tout cas après une chute. Y a-t-il des prises en charge, y a-t-il des aides pour pouvoir se parer de ces lunettes-là? Alors, qui répond?
Pour le test VIH positif, moi j'en ai encore pas vécu, donc je peux pas vous dire directement. Voilà, le protocole, c'est d'orienter le patient, bien sûr, de manière la plus anonyme possible et la plus à l'écoute possible, vers des structures qui peuvent les écouter, type AIDS ou et eux, le corps médical, effectivement. Ouais. Là, j'ai pas de réponse. J'ai jamais été confronté vraiment sur ce sujet-là, donc bon voilà. Les aides, qui répond? Je vais vous répondre pour les lunettes. Les lunettes vont être commercialisées déjà en mars 2019 ou avril 2019. Elles sont, d'après le Atoll, donc le concepteur en fait de la lunette, à 139 € la paire. Et vous avez une mutuelle qui va prendre en charge votre lunette comme la lunette, enfin, n'en portez pas, mais comme la lunette traditionnelle prise en charge. Voilà. Hein. Alors, une précision du docteur Chauveau. Excusez-moi, je voulais, par rapport au VIH, effectivement, c'est tellement basique qu'on n'y pense pas. Il faut confirmer le test, première chose. Tous les TROD sont des outils d'évaluation, mais ce n'est pas des confirmations. Donc il faut bien sûr orienter vers la biologie pour confirmer la présence du virus ou pas. Pour le diabète également, enfin, toutes ces choses-là. Pour revenir sur les lunettes donc sont à 159 €, ce que M. Cordier vous a dit. Non, ici j'ai un meilleur prix, j'ai 139. 139, pardon. Voilà, 139. Il ne faut pas les acheter là-bas, il faut les acheter ici. T'as des prix, toi. Il est ophtalmo, c'est normal. Et ensuite, l'appareil connecté, il y a une location aussi. Une location qui est à peu près de 25 €. Et chaque fois, que ce soit une montre connectée, que ce soit l'appareil qu'on met au cou ou autre, il y a une prise en charge par l'APA d'à peu près 50%. Et puis, il y a une possibilité aussi de défiscaliser ces appareillages. D'autres questions, une autre question avant de terminer. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, moi avant qu'on fasse un rapide tour de table de conclusion, moi j'ai 2-3 choses à vous dire qui me tiennent à cœur en termes de prévention. J'ai organisé un congrès il y a très peu de temps sur la cardiologie et on a mis l'accent pendant ce congrès sur le cœur des femmes. Le cœur des femmes. C'est-à-dire que quand on parle d'infarctus, on pense à l'homme de 60 ans qui fait son infarctus. Mais on ne pense pas forcément aux femmes et les femmes ne pensent pas forcément suffisamment à leur cœur. Alors, je voudrais vous dire une chose, il y a 8 fois plus de femmes meurent de maladies cardiovasculaires que de cancer du sein. C'est un chiffre que vous devez avoir en tête, mesdames. C'est important de faire vos mammographies, bien sûr, mais pensez aux maladies cardiovasculaires. Les femmes, aujourd'hui, ont les mêmes facteurs de risque que les hommes parce qu'on a tous la même vie. On mange tous pareil, on a tous le même stress, le même boulot. Les femmes fument, elles boivent aussi. Enfin, elles ont le même type de vie, donc elles ont les mêmes facteurs de risque, donc elles ont les mêmes maladies. Et elles n'ont pas forcément les mêmes symptômes au niveau de l'infarctus et elles ne pensent pas suffisamment aux maladies cardiovasculaires. Donc le cœur des femmes, c'est quelque chose de très important. Mesdames, pensez à votre cœur, pensez-y tôt. Il faut savoir que la pilule plus le tabac, c'est 30 fois plus de risque d'avoir un accident cardiovasculaire dans la vie. Donc il faut penser à votre cœur. Et puisqu'on est en train de parler du cœur, je voudrais vous parler aussi, avant qu'on fasse notre tour de table, de l'accident cardiaque. 7 arrêts cardiaques sur 10 se produisent en face d'un témoin. 7 sur 10. Donc, et un témoin sur 2, voire 2 témoins sur 3, ne savent pas quoi faire face à un accident cardiaque. C'est-à-dire que la personne va mourir. On est en train de voir qu'elle fait un accident cardiaque, elle va mourir. Donc, formez-vous aux gestes de premier secours. Il faut savoir qu'une minute de perdu dans le cas d'un arrêt cardiaque, c'est 10% de chance de survie en moins. Donc une minute de perdu, 10% de chance de survie. Au bout de 10 minutes,
autant vous dire que l'affaire est pliée. Et même bien avant, parce que au bout de quelques minutes, ce sera très compliqué. Donc il faut savoir, 1, reconnaître un malaise cardiaque, et 2, savoir quoi faire quand on reconnaît un malaise cardiaque. Donc en 30 secondes, un malaise cardiaque, c'est quelqu'un qui tombe, mais qui tombe brutalement, comme ça. Il ne fait pas un petit malaise, il ne se rattrape pas. Non, il tombe. Okay, là, on ne se pose pas de questions. On débute le massage cardiaque, on appelle les secours et on appelle de l'aide et on cherche un défibrillateur. Pensez à ça, essayez de vous former si possible et pensez qu'on peut sauver beaucoup de vies. Ça aussi, c'est de la prévention en se formant aux gestes de premier secours. 7 personnes sur 10 pourraient, si elles étaient formées, sauver quelqu'un quand elles voient un malaise cardiaque. Un petit mot de conclusion à chacun. Sur effectivement le cœur des femmes, ce qu'il disait, les femmes risquent plus que les hommes de faire des accidents vasculaires cérébraux. Attention, hein, si vous avez un bras, une jambe qui ne fonctionne plus, un trouble visuel qui dure, attention, faites le 15, hein, au moins pour vous renseigner, même si ça dure que 5 minutes, il faut savoir consulter. Deuxième chose, les femmes en cas d'infarctus n'ont pas forcément des douleurs thoraciques comme peuvent en avoir les hommes, la douleur qui serre, qui oppresse, qui irradie dans le cou, dans le bras. Parfois, les femmes n'ont pas ces symptômes-là, elles n'ont qu'une oppression. C'est vrai qu'il y a des symptomatologies qui peuvent être différentes. Troisième chose, c'est qu'il a parlé de la pilule et du tabac. À partir de 35 ans, pilule plus tabac, c'est contre-indication. Il faut arrêter soit l'un, soit l'autre. Et dernière chose, je ne sais plus ce que je voulais dire sur la santé de la femme. Bon, bah, je vais arrêter là. S'il faut conclure, moi, il n'y a qu'une chose que je voudrais dire pour conclure. Il faut prévenir plutôt que guérir. Surtout dans les villes médianes comme Nevers. Vous savez que, je vous l'ai dit tout à l'heure, les médecins sont des espèces en voie de disparition. Donc n'hésitez pas à prévenir plutôt que guérir. Soyez dans la prévention. Vous avez bien compris que le prédictif concernait vraiment très peu de personnes, mais la prévention peut aller sur diverses choses. Et votre premier médicament, c'est l'alimentation que vous allez consommer, vos alicaments. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre médecin, auprès de vos infirmiers, auprès de votre diététicienne, auprès de tous les gens que vous pouvez côtoyer dans le domaine de la santé. Ce n'est pas qu'une chose médicale, mais ça doit nécessiter la santé des équipes avec beaucoup de professions et chacun peut apporter à l'autre. Effectivement, beaucoup de professions autour de vous, vous le patient qui êtes au centre. Il ne faut pas qu'on oublie ça, hein. Vous êtes au centre, vous êtes avec votre entourage et vous avez plein de monde qui gravite autour de vous. Je ne vais pas citer tous les professionnels de santé, j'aurais peur d'en oublier, mais renseignez-vous auprès de votre médecin généraliste qui pourra vous donner les ressources. En fait, on a, comme je vous disais tout à l'heure, de nombreuses ressources en termes de prévention sur le territoire, mais on ne les connaît pas toujours toutes. Moi, j'insiste aussi sur le fait qu'il faut qu'on poursuive ce qu'on a commencé déjà depuis quelques années, hein, depuis plus de 15 ans, renforcer les liens médicaux, paramédicaux, le médico-social. Il faut qu'on travaille tous ensemble. Et ça, c'est vraiment très très important. Et ce que j'ai pas dit par rapport à mon rôle de départ, mon métier d'infirmière, c'est que j'ai parlé de l'infirmière pratique avancée, du service sanitaire éducation à la santé. Je voudrais aussi ajouter que les infirmières, je pense qu'il faudra leur donner plus un rôle de coordination d'appui à domicile, parce qu'on va tous vieillir dans les 20-30 ans à venir, on va être nombreux à être âgés. Ben, je parle pour moi aussi, oui Laurent. Et je pense qu'il faut qu'on anticipe davantage dès maintenant. Alors la prévention, on a déjà bien avancé, mais il faut poursuivre tous ensemble. Oui, tout n'a pas été dit, mais l'essentiel a été dit avec Laurent Chauveau et Sophie Coudray. Moi, je voudrais, pour rebondir un peu sur l'innovation, sur le numérique en général, aujourd'hui, avec le développement des outils, la communication entre les professionnels de santé va pouvoir nettement s'améliorer et surtout de faire beaucoup plus rapidement et faciliter. Je dirais deux choses. Il y a le DMP, le dossier médical partagé, qui est en train de se mettre en place. Je pense que ça va être un outil effectivement qui va agir dans la prévention, dans le sens où on va pouvoir effectivement avoir, les professionnels de santé vont pouvoir avoir accès
au compte rendu des autres professionnels de santé, pas en temps réel, mais disons avec une meilleure facilité. Et puis il y a la messagerie sécurisée qui permet de communiquer entre les professionnels de santé et de alerter beaucoup plus vite qu'un coup de téléphone ou un compte rendu qui ne sont pas toujours faits en temps voulu. Donc voilà, je pense que le numérique va améliorer nettement la prise en charge globale du patient qu'on remet, et depuis la loi Hôpital, Patient, Santé et Territoire, au milieu de sa santé, et autour on donne un certain nombre de ressources, les professionnels de santé bien sûr, mais aussi des outils, des plateformes qui existent, le PAERPA, etc. Et bien sûr, associations de patients, voilà. Bien sûr, on ne les oublie pas, hein, ils sont toujours là, il n'y a pas que les professionnels entre guillemets inscrits aux ordres, etc. Il y a aussi bien sûr plein d'associations qui œuvrent pour le bien-être des patients et pour la prévention. Alors Philippe Cordier, on commence à déborder un peu sur l'horaire de la suite. Moi je voulais tout simplement être très bref. Il y a les médicaments, mais il y a quelque chose que Laurent a dit tout à l'heure, c'est la prévention. Et donc c'est l'exercice aussi physique qui est extrêmement important. Alors quand on dit exercice physique, c'est pas du sport hors de compétition, il faut que ça reste un plaisir. C'est 10 000 pas par jour, vous pouvez les faire chez vous, vous pouvez les faire en sortant dans la rue, et ça participe énormément en fait aussi à la prévention et à la prévention d'accidents éventuellement cardiovasculaires ou enfin d'autres pathologies quelconques au niveau général. Et ça, je pense que c'est extrêmement aussi important en fait. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va parler de la maladie d'Alzheimer. Et si vous voulez bien, moi je vous propose de rester avec nous, hein, si vous avez le temps, parce que la maladie d'Alzheimer, ça concerne les spécialistes, et je vais vous présenter tout de suite notre neurologue, mais ça concerne aussi les aidants, le contact primaire avec la population, donc les infirmières, les pharmaciens. Donc si vous voulez rester à cette table ronde, vous êtes les bienvenus. Alors, la maladie d'Alzheimer, aujourd'hui, en France, ça concerne près de 3 millions de personnes qui sont impactées. Ça vous intéresse moins, la maladie d'Alzheimer. Là, on va perdre des gens. Alors, 3 millions de personnes qui sont impactées directement ou indirectement. Quand on dit directement ou indirectement, c'est-à-dire que directement, bien sûr, c'est les malades, et indirectement, eh bien, c'est les aidants, les familles. Et c'est près de 250 000 nouveaux cas chaque année. Et d'ici 2020, dans notre pays, on prévoit qu'il y aura plus d'1 million de personnes qui souffrira directement de la maladie d'Alzheimer. Alors avec moi pour en parler, le docteur David Vallon, qui est médecin neurologue, responsable consultation mémoire du CHU de Rouen. On devait avoir avec nous Claudine Perrossian, qui est la présidente de France Alzheimer, mais elle n'est pas là, elle s'est excusée. On lui pardonne bien volontiers. Et on a la présidente du CC. Alors, allez-y. Et bien voilà, venez avec nous. On sera bien heureux de vous accueillir. Et donc, on va parler de cette maladie d'Alzheimer qui fait peur à beaucoup de gens, à juste titre. Et alors, pour savoir où on en est, on va d'abord donner la parole au docteur David Vallon. Est-ce que vous avez un micro? Voilà. Alors, en quelques mots, on a quand même le temps d'expliquer. Alzheimer, 1, qu'est-ce que c'est? 2, est-ce que ça soigne? Et 3, où on en est et qu'est-ce qu'on peut espérer dans le futur? Alors, Alzheimer, qu'est-ce que c'est? D'accord. Alors, je vais essayer de simplifier et de ne pas être trop long quand même. La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie dégénérative ou évolutive du cerveau, dans lequel les neurones du cortex cérébral dégénèrent plus vite qu'ils ne devraient. C'est naturel de perdre un peu de neurones avec l'âge, on perdra malheureusement tous à partir d'une vingtaine d'années. Ils s'en régénèrent, mais moins qu'on en perd, et donc ça c'est normal. Mais par contre, ça s'accélère dans la maladie d'Alzheimer. Dans la maladie d'Alzheimer, il y a... Je vous coupe au fur et à mesure, hein, excusez-moi. Oui. Parce que cette histoire de perte de neurones, on dit on perd des neurones, mais il ne faut pas quand même inquiéter les gens. D'abord, on en perd, mais on en a suffisamment. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que les réseaux neuronaux se reconfigurent et que même quand on est âgé, on peut apprendre des choses. Complètement. D'accord, hein. Complètement. Il y a là ce qu'on appelle la plasticité neuronale, et donc les structures et les réseaux entre interneurones font que tout au long de sa vie, on recrée des réseaux entre les neurones. Donc, on en perd, mais on recrée des connexions. Exactement. Je prenais juste comme exemple, par exemple, l'accident vasculaire cérébral, où c'est un moyen de récupération chez les patients.
On sait bien que même s'il y reste parfois des séquelles, on est moins altéré, plus à distance de l'accident vasculaire qu'au début. Donc c'est bien qu'il s'est passé des choses. Mais dans Alzheimer, ça ne se passe pas comme ça. Malheureusement, dans Alzheimer, ça ne se passe pas comme ça, parce que la neurodégénérescence continue inexorablement. Alors, on pourra en parler un petit peu plus tard. Il y a toute une période dans laquelle tout se fait à bas bruit. On n'a aucun symptôme. On peut juste donner le chiffre. 20 ans avant les premiers signes commencent les premières lésions. La neurodégénérescence est déjà là 20 ans avant. Si tu veux vous commencer une maladie d'Alzheimer, je vous souhaite rien de mal, mais on commence une maladie d'Alzheimer à 75 ans. Et ben, en fait, à 55 ans, les premières lésions dans le cerveau sont là et surtout sont visibles. Parce que si je vous dis ça, c'est pas conceptuel. Elles sont visibles à l'IRM. Elles sont visibles en imagerie spécialisée, avec des dosages particuliers, etc. Avec des techniques particulières qui permettent de les révéler. Et donc, qu'est-ce qui se passe véritablement dans ces lésions? Et ben, en fait, il y a une accumulation de deux protéines. La première, c'est le peptide amyloïde qui va progressivement s'accumuler et former ce qu'on appelle des plaques amyloïdes. Voilà. Les plaques amyloïdes, les plaques séniles, c'est sensiblement la même chose. Et le deuxième élément, c'est la protéine Tau, qui elle s'accumule aussi et provoque ce qu'on appelle des dégénérescences neurofibrillaires. En gros, une maladie d'Alzheimer, pour être certain, c'est le neuropathologiste, donc le médecin qui fait l'examen du cerveau au microscope, il doit voir dans le cerveau des plaques amyloïdes et des dégénérescences neurofibrillaires. S'il en a une ou s'il n'a pas l'autre, eh bien, ce n'est pas une maladie d'Alzheimer. Et en plus... Mais ça peut être une maladie neurodégénérative. Ça peut être une maladie autre, et il peut quand même y avoir des cas où on a quand même les deux, mais le patient n'a aucun trouble. Donc ça ne définit pas une maladie d'Alzheimer puisqu'il n'y a pas de signe. Voilà. Donc ça, c'est les éléments de base. Et ce qui est important de dire, c'est que quel que soit l'âge, que la maladie commence à... On va prendre les âges jeunes habituels, 60 ans, ou qu'elle commence beaucoup plus tard, à 80-85 ans, les lésions sont les mêmes. Et moi j'ajouterais même, ce qui me concerne plus, mais qui est beaucoup plus rare, qu'elles soient extrêmement jeunes comme à 25 ou 30 ans, qui sont des formes très très rares, ce sont les mêmes lésions dans le cerveau. Il n'y a pas de différence. Donc ça c'est la base. Et ensuite, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'à partir de ces lésions élémentaires, l'amyloïde et la protéine Tau, pourquoi est-ce qu'on aboutit à la neurodégénérescence? Et c'est ce maillon qui manque. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à trouver un traitement. Donc en clair, pour résumer, on sait dire avec un IRM et un examen précis, vous allez développer une maladie d'Alzheimer. On ne sait pas trop comment ça se développe derrière. On ne sait pas la soigner non plus. Alors là, je vais vous reprendre. Allez-y. Non, je vous reprends parce que c'est important de différencier soigner et guérir. Exactement comme en anglais, care et cure. C'est vraiment deux aspects différents. Ah, ils ont deux mots différents. Et oui, mais nous aussi, nous on a soigné et guérir. On ne guérit pas de la maladie d'Alzheimer, on est d'accord. Mais par contre, fort heureusement, on soigne, on s'occupe des patients et on essaie de faire en sorte que les symptômes aient le moins d'impact dans leur vie que si on ne faisait rien. Et véritablement, il y a des données scientifiques très très fiables qui montrent qu'à l'heure actuelle, en s'occupant plus de nos patients, on leur donne une qualité de vie bien meilleure qu'auparavant. Alors, avant d'en arriver là, et des patients et des soins, tout ça, première chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut faire une consultation mémoire? À partir de quel moment il faut s'inquiéter? Quand je ne sais plus où j'ai garé ma voiture, où j'ai foutu mes clés, est-ce que c'est un signe précurseur? Voilà. D'accord. Alors effectivement, ça c'est une question qui est très récurrente. C'est... Ah, voilà. Et lui, il ne sait plus où il a mis ses lunettes. Voyez, voilà. Voilà. C'est peut-être celle-là. Voilà. Donc effectivement c'est une question très récurrente, c'est à quel moment donné on doit s'inquiéter. En fait c'est très piégeant parce que il y a la problématique du trouble de la mémoire qu'on a surévalué et parce que par exemple on a des antécédents dans sa famille et ça y est, pour la première fois on a oublié ses clés quelque part ou on a raté un rendez-vous. Ah, ça y est, ça commence. À tous les coups ça devait commencer un jour, voilà, c'est maintenant. Et puis il y a aussi la problématique classique dans la maladie d'Alzheimer qui est la méconnaissance des troubles, ce que nous on appelle l'anosognosie, mais peu importe, c'est la méconnaissance des troubles qui fait que le patient ne se rend pas compte du tout. Et lui il dit non, je me plains absolument pas de ma mémoire, elle fonctionne très bien. Alors que vous lui demandez d'accord, mais comment vous êtes venu? Oh, je sais pas, à pied, alors qu'il est venu avec sa propre voiture ou en bus. Donc ouais, donc ça c'est vraiment la problématique, on ne peut pas se baser sur la plainte, il faut avoir un cortège d'arguments. Et donc mon conseil est, s'il y a le moindre doute, s'il y a la moindre question, déjà de commencer par en parler au médecin traitant. Parce que le médecin traitant, il est tout à fait à même de pouvoir, il va pouvoir répondre sur ces aspects-là, de pouvoir aller un peu plus loin dans la démarche et essayer de comprendre s'il y a matière à s'inquiéter, et donc éventuellement à adresser ensuite, si c'est nécessaire, vers un centre spécialisé, ou attendre, ou au contraire rassurer dès le départ. Alors, stop, ça tombe bien, on a un médecin traitant. Alors le diagnostic doit être fait le plus
plus précocement possible, parce que plus il est fait précocement, plus on peut réentraîner le cerveau et refaire des exercices qui nous permettent d'aller plus en avant et de ne pas perdre nos neurones, nos connexions neuronales. Alors le diagnostic, c'est un diagnostic relativement difficile. On a des petits tests qu'on va pouvoir faire. Le test de l'horloge, parce que la désorientation dans l'espace, dans le temps, va être difficile. Le test qu'on appelle le MMSE, hein, on peut vous le faire ici si vous voulez. Il y a des petits tests comme ça qui vont nous dire il y a un petit quelque chose qui ne va pas. Et à ce moment, si quelque chose ne fonctionne pas bien, eh bien à ce moment-là, on va pouvoir faire des consultations mémoire, des consultations dédiées dans des services qui sont spécialisés. Et ces services vont pouvoir nous donner un faisceau d'arguments en faveur ou en défaveur d'une maladie neurogénérative de type Alzheimer. On va s'aider aussi avec des examens complémentaires, hein, l'IRM, éventuellement des ponctions lombaires, faire des bilans et surtout enlever certains médicaments qui vont détruire la mémoire de façon beaucoup plus importante. Faites attention aux médicaments pour dormir, faites attention aux médicaments contre l'anxiété qui sont pas des médicaments extraordinaires pour ça. Alors en général, une question complémentaire, en général, c'est des gens qui viennent vous voir en disant j'ai un petit doute, ou alors c'est la famille qui vous amène quelqu'un en disant là docteur vérifiez parce que nous on a un doute, ou alors parfois c'est vous qui de votre propre chef vous dites au patient écoutez, vous venez me voir pour une grippe ou quelque chose d'autre, mais moi j'aimerais bien voir votre mémoire. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le problème c'est que dans un département comme la Nièvre, comme toutes les villes médianes pratiquement en France, il y a des carences trop importantes en médecins généralistes pour qu'on puisse approfondir et aller loin et prendre le temps qui serait suffisant pour les patients, parce que malheureusement ça pousse au portillon. Alors là, je vais demander l'avis au neurologue. Ça me paraît beaucoup plus important. En fait, moi, quand un patient vient me voir et me dit « je perds la boule, j'oublie des trucs », ça m'interpelle moins que quand c'est le conjoint ou un des enfants qui va dire « ben, ça va pas bien, il oublie. Okay. » Et puis, là, on va se méfier, c'est quand des patients, surtout, vont oublier leur carte vitale. À chaque fois, quand ils vont venir sans l'ordonnance, sans une prise de sang, ils vont avoir oublié la radio, dans la voiture, des choses comme ça, on va se méfier. Et puis on se méfie aussi, surtout sur des gens qui ne sont... Alors nous, on a l'avantage de faire une médecine longitudinale et pas transversale, c'est-à-dire qu'on voit les gens longtemps dans le temps. Vous connaissez des générations entières. Voire des générations, oui. Mais on les voit longtemps dans le temps. Il y a des gens qu'on connaît très très bien depuis 10 ans, 15 ans. Et le jour où ils oublient un rendez-vous alors qu'ils n'en ont jamais oublié, on commence à se poser des questions. Mais là, je vais vous poser la question à vous, je vais vous la renvoyer. Alors, avant que vous répondiez, moi je vais compléter la question. On m'a dit, c'était le professeur Dubois qui m'avait dit ça, il m'avait dit le signe véritable de la maladie d'Alzheimer, c'est pas quand on a oublié ses clés ou quand on a oublié des petites choses. Et le signe véritable, c'est quand on a oublié un événement qui est tellement important qu'on ne devrait pas l'oublier. Par exemple, vos enfants sont venus vous voir ce week-end et lundi ou mardi, vous vous en rappelez plus. Alors voilà, c'était pour compléter la question. Tout à fait. En fait, on va sûrement s'adapter au cas par cas et je suis tout à fait d'accord avec vous. L'idée, ça va être de rechercher l'oubli significatif. Et dans le significatif, c'est très très variable. Je vais prendre l'exemple volontaire de vous demander quelles sont les dates de naissance de vos cousines, si vous en avez. Bon, il est fort probable que ça soit un peu compliqué, même si vous en avez. En tout cas, à titre personnel, déjà parfois même ceux de mes parents, j'ai un peu de mal. Mais ça a toujours été. Donc, on ne va pas considérer ça comme un oubli significatif. À l'inverse, si je demande à une personne de sexe féminin, je vais volontairement prendre cet exemple-là, quelles sont les dates de naissance de ses petits-enfants, généralement, ça marche très très bien. Les enfants, a fortiori, mais même les petits-enfants, ou les âges. Là, on est dans quelque chose de significatif, parce que c'est comme ça, ça pourrait ne pas l'être.
je pourrais à ce moment-là me référer vers l'aidant principal, ou on va dire le référent, le partenaire, et dire est-ce qu'habituellement elle s'en se serait souvenue? Et si la réponse est oui, là j'ai la certitude, c'est un oubli significatif. On a la même chose avec des événements de vie qui doivent être, si l'oubli est là, être significatif. Et vous, ce que vous constatez dans la chronologie ou dans le comportement qu'a la personne que vous connaissez bien, c'est de se dire là, cet oubli d'un rendez-vous, c'est significatif parce que comme vous l'avez dit, elle n'a jamais oublié. Vous avez forcément des patients qui systématiquement arrivent avec les cheveux un peu en vrac, etc., qui n'ont toujours pas la bonne heure parce que eux, systématiquement, ils sont pas à l'heure et ils sont... Bon, c'est pas significatif si jamais ça changeait pas. Donc voilà, c'est ça la définition véritablement, et c'est à ce moment-là qu'on doit s'inquiéter. Et ensuite, lancer le reste. Donc là, on lance. Alors quoi? Qu'est-ce qu'on fait? IRM, consultation mémoire, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a des recommandations qui sont établies par la Haute Autorité de Santé, qui a révisé récemment son guide, mais globalement, c'est à peu près la même chose. Il est recommandé d'avoir un bilan biologique minimal, donc il y a une liste d'examens complémentaires, pas très compliqués, hein, mais il faut les faire parce qu'il y a beaucoup de choses qui miment une maladie d'Alzheimer et qui sont potentiellement curables. Donc je prendrai l'exemple que vous avez très bien cité, par exemple le cas des médicaments, ou un médicament qui ne serait pas très bien toléré avec des effets secondaires sur la mémoire, s'il est utilisé alors qu'il ne devrait pas, il pourrait mimer une maladie d'Alzheimer, et donc il faut poser des questions sur les médicaments et faire des analyses biologiques. Ensuite, l'imagerie est absolument nécessaire. Alors on a coutume de dire plutôt l'IRM quand on y a accès, c'est vrai que c'est pas totalement le cas partout en France, il faut rester réaliste, et il y a des endroits où on ne va pas demander à des patients de faire 40 ou 50 km juste pour faire une IRM, mais si on y a accès, c'est quand même intéressant parce qu'on va avoir une analyse plus fine de la structure du cerveau. Et l'IRM, elle va donner comment est le cerveau au moment où on l'évalue. Et ce qu'on cherche, c'est des régions où il y a une neurodégénérescence plus typique de maladie d'Alzheimer, et à l'inverse, pas de signes d'autres maladies. Parce qu'il y a d'autres maladies qui peuvent, elles aussi... La mémoire, c'est un symptôme. Alors justement, en parlant d'autres maladies, il y a un truc qui est très inquiétant, ça s'appelle l'ictus amnésique. Hein. Alors, l'ictus amnésique, c'est pas une maladie d'Alzheimer. Non. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Je peux oublier une demi-journée ou une journée entière de ma vie, comme ça, je ne sais plus ce qui s'est passé, et le lendemain, tout va bien. C'est ça l'ictus amnésique. Hein. Et pourtant, ce n'est pas une maladie d'Alzheimer, ça. Non. L'ictus amnésique, sa définition, c'est une maladie de la mémoire épisodique, donc traduction de la mémoire des faits, des événements, qui survient à un moment donné, quel que soit l'âge. Ça peut atteindre des personnes très jeunes, hein, voire même des adolescents, par exemple, et ça peut aussi atteindre des adultes. Il y a bien souvent des facteurs favorisants, je viendrai après sur ces facteurs, et ça commence à un moment donné, ça dure quelques heures, rarement jusqu'à une journée, hein, mais plutôt quelques heures, et ça finit par récupérer progressivement. La période de l'ictus, qui concerne les heures dans lesquelles on était en ictus, est totalement oubliée, entre guillemets. C'est même pas qu'elle a été oubliée, c'est qu'il n'y a rien qui a été enregistré. Vous m'avez dit un jour, c'est comme un stylo qui n'aurait pas d'encre. Exactement. Vous écrivez avec un stylo sans mine, sans encre, sur une feuille blanche. Et donc il n'y a rien qui s'écrit. Donc ça, si ça vous arrive, bon, bien sûr, c'est inquiétant hein, pour les profs. C'est très inquiétant. Mais c'est pas forcément Alzheimer. Donc non. Là, on va consulter et on regarde. Ben, la grande différence, c'est qu'une maladie d'Alzheimer commence jamais aussi rapidement. Elle commence toujours de manière insinueuse, très à bas bruit. Et souvent, quand nous, on a besoin de savoir l'âge de début, à quand est-ce qu'on commençait les signes, la première réponse, c'est vous savez, docteur, au début, on ne faisait pas forcément attention, c'était des petits trucs, on pensait que c'était rien, on pensait qu'elle était juste fatiguée. C'est jamais... écoutez, d'ailleurs, l'ictus amnésique, quand les gens consultent, c'est soit directement chez le médecin traitant le jour même, soit aux urgences. Ils vont aux urgences, pensant qu'il a fait un accident vasculaire cérébral. Et il y a des situations qui sont quand même assez proches. Alors, à ce stade, j'ai envie de mieux vous connaître un petit peu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont touchés de près ou de loin par la maladie d'Alzheimer, qui sont des aidants, qui ont des parents qui ont eu Alzheimer? Si vous n'avez pas envie de lever la main, vous ne le levez pas, mais si vous avez envie, pour qu'on voit un peu la proportion. Bon, 2. Donc il y en a qui ne veulent pas lever la main, parce qu'en vrai, c'est plus. En vrai, c'est plus. Alors, je vais me tourner vers vous et donc le CCAS. Et vous êtes CCAS aussi, hein, c'est ça. Donc vers les CCAS, ils sont venus en bande. La maladie d'Alzheimer, donc on en a parlé d'un point de vue clinique. Maintenant, elle est déstabilisante, extrêmement déstabilisante pour le malade, extrêmement déstabilisante pour les familles. En premier, j'ai envie de... On va prendre les choses dans la chronologie.
l'annonce du diagnostic, le besoin de parler, le besoin de se faire aider. Est-ce que vous êtes confronté à tout ça? Est-ce que vous avez des réponses ou des trucs à apporter par rapport à tout ça? Bonjour à tous. Faut parler. Bonjour à tous. Donc Catherine Fleurier, vice-présidente du Centre communal d'action sociale, donc qui est présidé par le maire de la ville de Nevers, Monsieur Thuriot. Donc nous, on gère effectivement un EHPAD, une résidence autonomie, un portage des repas, un service de soins à domicile et aussi un relais senior. Et on a souhaité donc aussi mettre en place une plateforme de répit pour les aidants par rapport donc aux familles qui accompagnent des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer ou d'autres maladies d'ailleurs. Donc Madame Lefebvre, qui est infirmière coordinatrice, va vous expliquer un petit peu le travail qui est conduit et puis comment on essaie surtout d'inclure et de continuer à faire participer aussi bien le malade que son aidant à la vie de la société, à la vie sociale sur Nevers entre autres, au travers des événements par exemple, pour que ces personnes-là ne s'isolent pas autour de la maladie. Violaine. Bonjour, donc moi je suis infirmière coordinatrice à la plateforme d'accompagnement et de répit des aidants qui a comme territoire d'intervention l'agglomération de Nevers. Donc voilà, donc nous avons défini nos actions en 3 axes. L'aidant, bien entendu, donc avec une psychologue qui nous accompagne sur la prise en charge des aidants. Le malade, parce que pour pouvoir libérer du temps à l'aidant, il faut bien s'occuper du malade. Et on a un gros pôle qui s'occupe du malade et de l'aidant ensemble. L'objectif étant de créer du lien entre les deux, autre que sur t'as oublié de mettre tes chaussettes, t'as oublié tes clés, t'as perdu la voiture, t'as bingé la voiture, enfin voilà, créer autre chose que des reproches en permanence. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que 40% des aidants à peu près, c'est les statistiques que j'ai, souffrent eux-mêmes de dépression ou sont fragilisés physiquement. Parce que c'est fatigant au quotidien d'aider quelqu'un qui souffre de la maladie d'Alzheimer. Donc il faut peut-être un premier conseil, je pense qu'on peut donner aux gens, c'est ne pas avoir peur, non seulement ne pas avoir peur, mais surtout se faire aider et aller voir des associations comme France Alzheimer et aller voir vos structures pour avoir une écoute et pour pouvoir discuter avec d'autres personnes qui sont confrontées aux mêmes problèmes et pour avoir une aide, alors avec ces plateformes de répit par exemple. Ouais. Le premier conseil, c'est ne restez pas seul. Voilà. Ne vous isolez pas. C'est pas parce que vous avez un malade à la maison que vous pouvez plus rien faire. Il y a plein de choses qu'on peut faire encore avec le malade. Et sur la plateforme de répit, notre principal travail, c'est de trouver le reste à faire, comme on dit. Ce que le malade est encore capable de faire. Parce que souvent, on pointe toujours ce que le malade ne peut plus faire. Et on est dans le négatif. Nous, on travaille que dans le positif. Et on cherche ce que le malade est encore capable de faire. Et vous verrez qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc sur la plateforme de répit, on emmène les malades au musée, on fait des ateliers au musée, on va au cinéma, on va au restaurant. S'ils mangent avec les doigts, c'est pas très grave. On part en vacances. Tous les ans, on organise un séjour de vacances. Cette année, c'était à la Grande Motte. On est parti 8 jours. Avec les malades et les aidants. On récupère les malades dans la journée pour pouvoir faire des activités et les aidants ont un vrai programme de vacances comme tout le monde pourrait avoir un programme de vacances. Alors, Alzheimer aussi, parfois, c'est une forme d'agressivité, refus des traitements. Alors, vous avez dit que vous vouliez être dans le positif, mais enfin, il faut parler aussi de la réalité de la vie au quotidien. Alors, qu'est-ce qu'on dit aux aidants dans ces cas-là? Comment ça se passe? Alors, nous, souvent, on demande aux aidants de laisser la main dans la prise des traitements et dans la gestion de l'hygiène, de la toilette. Parce que forcément, c'est des moments de conflit.
Et si on arrive à soustraire ces moments de conflit, au niveau de la famille, les relations sont plus apaisées. Donc c'est quand même plus facile de mettre des soignants à domicile pour une aide à la toilette ou pour donner les médicaments. Souvent le malade ne dit pas non aux soignants, hein. Il dit non à la famille parce que... il y a un problème de perte de dignité, il s'en rend compte aussi le malade. Oui, et puis est-ce que c'est normal qu'une épouse ou un époux donne le traitement à son mari? Il y a 20 ans ou 30 ans ou 40 ans, quand ils se sont rencontrés, ce n'était pas le cas. Donc ils ne comprennent pas pourquoi c'est le cas maintenant. Alors il y a aussi quelque chose de très important par rapport à ça, c'est les promesses qu'on a faites sur lesquelles on ne veut pas revenir. Alors je donne un exemple très précis, c'est je t'aime, je ne te mettrai jamais dans une maison de retraite ou dans un EHPAD ou dans un truc. Et il y a un poids de la culpabilité de la promesse faite sur laquelle on aimerait bien revenir parce qu'on sait bien que c'est plus possible de le garder, mais malgré tout, on ne veut pas renier sa promesse. Vous êtes confronté à des cas comme ça? Alors oui, bien sûr qu'on est confronté à ces cas-là. On a pas mal de personnes qui effectivement ont promis un jour qu'ils ne mettraient pas leur conjoint en EHPAD ou leurs parents en EHPAD, hein. On a aussi des enfants qui s'occupent des parents atteints de troubles neurodégénératifs. Après, on sait que le maintien à domicile restait quelque chose de difficile. Et essentiellement quand... ouais, ça c'est habituel. Hein. Donc oui, donc je vous disais que pour revenir sur sa parole, alors c'est difficile quand on a quelques symptômes qui permettent de ne pas garder la vie. Par exemple, quand il y a des déambulations nocturnes, que l'aidant ne peut pas dormir, le maintien à domicile est quelque chose d'extrêmement difficile. Et puis quand il y a des crises d'agressivité aussi. Hein. Voilà. Et après, charge à nous, au niveau de la plateforme, c'est la psychologue qui travaille avec les aidants pour l'accompagnement, pour l'entrée en structure. Alors, il faut vraiment aider les aidants. C'est vraiment quelque chose qui est important. Juste un chiffre. 30% des aidants meurent avant l'aider. Pourquoi? Parce que l'aidant néglige sa santé. Il doit être là, il doit être fort, il néglige sa santé et il va oublier volontairement. On était sur le dépistage tout à l'heure, on parlait du dépistage, et bien il ne va pas faire ses dépistages de cancer, il ne va pas faire ses prises de sang, il va ressentir des choses et il ne va pas aller voir le médecin parce que l'autre est forcément plus malade que lui. Première chose, donc sur le plan somatique, il va se laisser aller. Sur le plan psychologique, quand on a quelqu'un qui est malade à la maison, qu'on voit qui change petit à petit, de jour en jour, c'est quelque chose qui est vraiment violent et on déprime un petit peu de voir son conjoint, de voir son parent, de voir son proche dans cet état-là, et c'est quelque chose de tout à fait normal. Et ça aussi, il faut absolument prendre en charge ce côté psychologique qui est vraiment très important. Et le troisième point, quand on est comme ça, on n'ose plus sortir. On n'ose plus sortir et on se désocialise et on ne va plus au-devant, on ne sort plus comme on le faisait auparavant et c'est un point important. Donc on est sur les trois axes de la santé, le bien-être physique, le bien-être psychologique et le bien-être social avec la vie en société normale qui disparaît aussi. Et ces trois points sont des points importants et c'est là où on a besoin véritablement de vous, de les accompagner. Il faut en plus que vous vous déplaciez sur les structures de soins, les structures de santé. Et moi, je vous accueille quand vous le voulez.
Alors, on va continuer sur des questions médicales. Préparez aussi vos questions parce qu'on va donner la parole à la salle dans 5-10 minutes. Donc si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais de les poser. Vous avez un médecin, vous avez un pharmacien, des gens du CCAS et vous avez un neurologue. Donc là, c'est vraiment le moment ou jamais de préparer et de poser vos questions. Et je vais faire une mauvaise plaisanterie. Écrivez-les si vous avez peur de les oublier. Alors, bon, j'aurais pas dû la faire celle-là. C'est pas bien. C'est pas bien. Mais il faut détendre l'atmosphère. Alzheimer, est-ce que c'est héréditaire? Ah, ça c'est une vaste question auquel effectivement je dois pouvoir répondre. La maladie d'Alzheimer, lorsqu'on se base sur les études qui ont été menées dans les années 80 et qui depuis n'ont pas été remises en question, et lorsqu'on a étudié les vrais jumeaux et les faux jumeaux, on est arrivé à la conclusion que 80% de la maladie d'Alzheimer est en lien avec des facteurs génétiques. On ne connaissait pas à l'époque lesquels, mais ce sont des analyses statistiques, des modèles statistiques qui permettent de le prédire. Alors, est-ce que c'est 80%? Ça, je pense que le chiffre n'est pas à retenir. Par contre, lorsqu'on fait la même chose avec la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques, je reste dans le domaine que je maîtrise, hein, là, on n'a pas du tout les mêmes proportions. On a 50% dans la maladie de Parkinson et 30% seulement dans la sclérose en plaques. Donc, on voit bien que, quel que soit le chiffre, la maladie d'Alzheimer et la génétique, ça a un lien fort. Alors ensuite, maintenant, il va falloir essayer de c'est un lien, mais ça ne veut pas dire que c'est héréditaire. Ça ne veut pas dire que c'est héréditaire. Hein? Il va falloir différencier deux grands cas de figure. Le premier cas de figure, c'est les formes dites héréditaires. En médecine, on dit autosomique dominant. Ça veut dire que je porte une mutation, j'ai la maladie, et là, c'est systématique. On aura forcément la maladie. Et la caractéristique de ces formes particulières, c'est l'âge de début. La maladie commence dans quasiment 100% des cas avant 65 ans, donc c'est quand même jeune, et dans plus de 50% des cas avant 40 ans. Quand on dit la maladie, là on ne parle pas de l'apparition des plaques, mais des symptômes de la maladie. Hein, on est bien d'accord. Voilà. Et donc dans ces formes très très rares, pour vous donner un ordre d'idée, c'est moins de 0,1%. En gros, on estime qu'il y a à peu près 1000 familles en France, pour à peu près une estimation à 3000, 4000 patients en France entière, contre les 800 000, 850 000 patients Alzheimer, toutes formes confondues. Donc on n'est vraiment pas dans les mêmes proportions. Mais là, dans ces cas-là, il y a une mutation dans le patrimoine génétique qui est transmise de génération en génération lorsqu'on en est porteur et qui cause la maladie à l'âge à peu près équivalent des parents. Ces formes-là, évidemment qu'elles doivent être identifiées parce qu'elles vivent des choses particulièrement dramatiques. C'est un peu la même chose que la maladie de Huntington et des maladies dégénératives du cerveau d'origine génétique. Et il y a des choses qui sont en place pour les diagnostiquer et les aider. L'autre versant, c'est la situation où il y a des facteurs de risque génétique. Et je différencie pas tellement familial et ce qu'on appelle sporadique, les cas isolés. Non, non, non. On peut très bien être familial et avoir quand même du facteur de risque génétique. Et là, ça peut être de les formes précoces, donc avant 65 ans, ou des formes tardives, ce qui est la plupart du temps les cas. Et un facteur de risque, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir dans son patrimoine génétique une petite variation, on va l'appeler comme ça, pas une mutation, mais une variation, rare ou fréquente, peu importe, qui augmente ou au contraire diminue, parce que ça existe aussi, le risque de développer la maladie. Mais ça ne veut pas dire que si on l'a, on aura la maladie, et à l'inverse, ça ne veut pas dire que si on ne l'a pas, on ne l'aura pas non plus. Je prends l'exemple, juste pour finir ma phrase, du tabac et du cancer. C'est l'exemple que je donne toujours. Tous les gens qui fument ne vont pas forcément faire un cancer, même si ce n'est pas une bonne chose de fumer. Et tous les gens qui ont un cancer, même du poumon, n'ont pas forcément fumé. Ça, c'est un facteur de risque, même puissant. Mais c'est un facteur de risque. Et dans la génétique, il y a la même chose. Alors, dans la génétique, il y a la même chose. Et puis, c'est même encore un peu plus compliqué parce que dans la génétique, il y a l'épigénétique. Alors, qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans, l'épigénétique? La notion d'épigénétique, pour la définir, pour que les gens comprennent un peu de quoi il s'agit, c'est tout ce qui, à partir des facteurs d'environnement, font le lien entre la maladie, ou on va dire les protéines et la maladie, et la génétique. C'est toutes ces étapes intermédiaires qui font que l'ADN, eh bien déjà, est-ce que le gène va être exprimé, donc est-ce qu'il va donner une protéine d'une forme ou d'une autre, et ensuite cette protéine, est-ce qu'elle va rester dans la cellule, sortir de la cellule, et ça c'est sous l'influence d'un grand nombre de facteurs, qui peuvent être des facteurs génétiques alternatifs, donc ailleurs dans le génome, quelque chose qui agit dessus, mais ça peut être aussi la cellule en fonction de son état de stress, et puis bien sûr ça peut être l'individu en fonction de tout ce qu'il a vécu dans sa vie.
par exemple, la réserve cognitive, c'est-à-dire que son niveau intellectuel initial et tout son parcours intellectuel, qui on sait est protecteur. Alors ça, c'est très important parce que vous dites qu'il est protecteur, mais c'est aussi une manière de masquer la maladie. Alors je m'explique, je donne un exemple concret. Je commence à oublier des mots. Si je ne suis pas extrêmement éduqué, pour une chose, j'aurai un mot ou deux. Donc ça va assez vite se voir parce que quand je vais commencer à oublier des mots, eh ben, il va m'en manquer. Si j'ai un vocabulaire extrêmement riche, je vais trouver des synonymes et je vais pouvoir masquer la maladie plus longtemps. C'est vrai ça ou pas? Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est vrai. C'est ce qui explique que ça a été bien démontré dans la littérature, que parfois sur des hauts niveaux intellectuels ou socio-professionnels, on a l'impression que la maladie évolue plus vite. Alors on se dirait, c'est bizarre quand même, pourquoi la maladie évolue plus vite alors qu'ils ont un haut niveau intellectuel? Mais en fait, parce que les signes ont été retardés un maximum. Et personnellement, je préfère ce schéma-là, parce que ça veut dire que pendant toutes les années avant, eh bien, on ne se rendait compte de rien, y compris le patient. Donc c'est des années de vie en bien-être réel. Et pas une maladie qui commence plus tôt, qui évolue entre guillemets plus lentement, mais les signes sont déjà là plus tôt. Alors justement, ça nous amène à une transition. En fait, plus on est au courant tôt de la maladie et plus on se sent malade tôt. Alors, vous nous avez parlé des plaques amyloïdes qu'on voit 15 à 20 ans avant la maladie. Alors on pourrait se dire, bah, pourquoi on ne fait pas tous des IRM? Comme ça, on verrait si on a des plaques ou pas. Et puis, bon, bah, ça ne sert pas à grand-chose parce que pour l'instant, on ne sait pas trop la soigner. Mais il y a un risque finalement de surdiagnostic et d'inquiéter inutilement les gens. Ça, c'est le premier volet de ma question. Le deuxième volet de ma question, c'est les plaques. Est-ce que c'est la signature de la maladie? Est-ce que c'est un symptôme? Ou est-ce que c'est une cause? Est-ce que c'est les plaques qui vont provoquer la maladie? Alors, je vais répondre à la première partie de la question, qui est véritablement le cœur de toutes les discussions à l'heure actuelle. C'est vrai qu'auparavant, on avait coutume de dire, et j'étais aussi le premier à le dire, le diagnostic doit être le plus précoce possible. Et puis, et je crois que d'ailleurs, ce sont surtout les médecins généralistes qui ont porté le problème, et ils ont eu raison de le faire en disant, mais pourquoi précoce? Pourquoi finalement pas le moment adapté? Et c'est tout un changement de concept qui est en train de se faire. Alors, et les prochaines recommandations vont être basées là-dessus. Et à Lyon, on travaille beaucoup là-dedans avec un partenariat entre l'équipe de consultation mémoire et de recherche et les médecins généralistes sur le diagnostic au bon moment. Le diagnostic au moment approprié plutôt que le diagnostic précoce. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Alors avant de compléter, petit sondage. Qui finalement aimerait qu'on lui fasse un IRM pour voir s'il a des... Alors vous n'avez aucun symptôme, hein, mais... Qui irait se faire un IRM pour voir s'il a ces fameuses plaques amyloïdes? Et qui ne voudrait vraiment pas savoir? Continuer à vivre tranquillement, voilà. Bon, il y en a plein qui ne s'expriment pas. Hein. Pour l'instant, on est majoritairement. Allez-y. Non, parce que moi, c'est ce que j'ai toujours à ma femme, si l'un de nous deux doit avoir la maladie d'Alzheimer, je préfère que ce soit moi. Parce que la position des dents n'est pas facile. Ce que je voulais dire là sur la maladie d'Alzheimer, tout n'est pas maladie d'Alzheimer. Et on peut avoir des troubles cognitifs qui sont précoces et il faut les dépister très rapidement. Et même si on ne sait pas si c'est une maladie d'Alzheimer, rien n'empêche de commencer le réentraînement cognitif. Faire des jeux, apprentissage de mémoire, faire du memory, faire des tas de choses. Il y a des neuropsychologues qui sont là pour ça. Il y a des associations qui sont là pour ça. Il y a des personnes qui sont formées à cette rééducation cognitive. Et plus on va entretenir, plus on va gagner du temps. Parce que peut-être qu'un jour, il y aura un traitement. Il est possible qu'un jour, il y ait un traitement. Vous avez entendu parler de traitements qui n'étaient plus remboursés. Alors là, je demanderai volontiers au neurologue aussi ce qu'il en pense, hein, parce qu'on se pose la question, c'est plus remboursé. Pourquoi mon patient, mon parent, il en aurait besoin. Là, je crois qu'on va le laisser répondre à cette question. Alors, plusieurs choses. D'abord, par rapport à gagner du temps, entretenir sa mémoire, tout ça, il y a eu tout un business à un moment sur les téléphones portables de jeux pour maintenir, entretenir sa mémoire. Alors, bon, ça, c'est bien, c'est bidon. Est-ce que ça soigne?
Alors, soigner, encore une fois, il faut faire attention. Guérir, non, sûrement pas. Ça guérit pas. Soigner, non. Si ça maintient une activité intellectuelle, parce que d'abord, il faut lancer l'application, donc l'installer, lancer, l'utiliser. Tout ça, c'est déjà des étapes intéressantes. Ensuite, ce que j'ai la coutume de dire aux patients, c'est que s'ils ont plaisir à faire du memory, des choses comme ça, bah, qu'ils continuent, bien sûr, parce que c'est une forme de stimulation, ils y prennent du plaisir. Par contre, s'ils y vont en traînant les pieds et parce que l'épouse a dit, mais il faut que tu fasses tes grilles de Sudoku, et aujourd'hui, tu en feras 3 et c'est 3, ça, je trouve ça malheureusement un peu inadapté et il faut essayer d'identifier, savoir dans quelles conditions se fait cette stimulation. Le mieux étant la stimulation encadrée par des professionnels, c'est-à-dire par des psychologues qui savent driver les choses. Il y a des gens qui utilisent énormément leur mémoire, c'est les acteurs par exemple, et Annie Girardot, Alzheimer. Donc on peut stimuler beaucoup sa mémoire et malgré tout... Bien sûr, des présidents haut placés donc de démocratie, donc sûrement des très gros cerveaux. Margaret Thatcher, je crois, Alzheimer. Ronald Reagan, etc. Reagan, Alzheimer. On va s'arrêter là. Oui. Et donc, voilà, c'est effectivement un facteur qui va protéger un petit peu plus, mais probablement pas un traitement à part entière. Alors les traitements, on y vient. Alors les traitements, moi je voulais refaire le sondage qu'on a fait tout à l'heure. Allez. Et maintenant, si on se mettait dans une situation complètement futuriste, dans laquelle je vous dis, je dispose d'un traitement à prendre en comprimé, il va falloir le prendre tous les jours, mais j'ai besoin de savoir si vous devez le prendre, si vous avez des lésions dans votre cerveau, vous avez l'IRM ou une technique d'imagerie, peu importe, et on est capable de le dire, et si vous les avez, je vous donne le traitement, et vous n'avez pas les signes. Combien font maintenant la démarche de savoir s'ils ont les signes, en sachant, en ayant la preuve, la scientifique, que le médicament que vous allez vous prendre empêchera ou retardera significativement l'apparition des premiers signes. Alors, tout le monde. Et alors, j'ai dit que c'était de la science-fiction, en fait, pas complètement. Parce que c'est là l'innovation, et je trouve que c'était important d'en parler parce qu'on est quand même sur le salon de l'innovation. Et la France fait partie de ces aventures-là. On est en train, à l'heure actuelle, de mettre en place les essais de prévention médicamenteuse dans lesquels on propose à des personnes, alors il y a des âges différents en fonction des facteurs génétiques qui sont impliqués, mais peu importe, de déterminer si elles sont porteuses de ces plaques amyloïdes et de prendre un traitement pour empêcher l'apparition. Alors, ces personnes-là, elles ont un sens du risque parce que pour certains protocoles, ça dépend lesquels, mais pour certains protocoles, elles vont devoir savoir si elles ont ces lésions dans le cerveau. Par contre, elles n'ont pas la certitude que le médicament qu'on donne en titre de la recherche est efficace. Mais grâce à elles, on va avoir des réponses extrêmement importantes. Donc je pense que c'est... Et là, pour le coup, c'est pas un essai fait aux États-Unis dans un centre de recherche de très haut niveau, etc. Ça, je vous parle de choses qui sont directement disponibles en France, puisque les plus gros centres, Lyon, Paris, Rouen, j'en fais partie, Lille, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, ont des possibilités d'inclure des personnes qui ne se plaignent de rien. Ce sont des personnes qui sont comme vous et moi, qui n'ont pas de problème de mémoire, mais qui, parce qu'elles ont l'âge et qu'elles ont les premières lésions dans le cerveau et éventuellement des facteurs génétiques, doivent recevoir... Pour être éligible au test, il faut être dans quelle tranche d'âge? Il y a deux grands essais, pour les définir rapidement. Il y a un qui concerne les formes génétiques. Donc là, c'est très simple, vous le savez déjà généralement, si vous appartenez à une forme familiale dans laquelle la maladie se transmet de génération en génération avec une mutation. Donc si vous n'êtes pas trop au courant, bah, globalement, c'est que probablement vous n'êtes pas concerné. Quand même pour les éventuels qui seraient concernés, en fait, et ça serait dommage qu'ils n'aient pas eu l'information, classiquement, 2 cas avant 65 ans dans la même famille. Donc c'est 2 cas précoces. On va aller regarder si c'est pas une forme mutée. Mais comme je vous ai dit, moins de 0,1%, donc c'est vraiment... Les familles en France, c'est Ensuite, il y a un facteur de risque génétique qui est le principal facteur de risque génétique à l'heure actuelle identifié. C'est ce qu'on appelle le génotype E4 du gène ApoE. Donc on dit classiquement ApoE4. Eh bien là, c'est très important parce que 25% de la population est porteur de ce génotype. Et sur un des 2 chromosomes qu'on a hérité de chacun de ses parents. Et puis, on peut bien sûr avoir la situation où, pas de bol, on en a 2. C'est que chacun des parents a transmis le mauvais chromosome porteur de ce facteur de risque. Ça reste un facteur de risque. Donc on augmente son risque d'avoir la maladie, mais on n'est pas sûr de l'avoir. Mais pour vous donner les chiffres, si on a une copie E4 et qu'on a 85 ans, on a pratiquement 30% de risque d'avoir les signes d'avoir développé la maladie d'Alzheimer à 85 ans. Et lorsqu'on en a 2, on est à plus de 50%, un risque sur 2 de développer les signes. Et ce que je ne vous ai pas encore dit, c'est la proportion de ce facteur de risque. Ça représente combien? Donc un allèle, donc un seul allèle E4, c'est 25% de la population. Et 2, donc c'est plus rare, mais c'est quand même 2% de la population. Et si on considère 2% de la population française, donc des 60 millions et quelques, et que vous multipliez ça par un risque sur 2 à 85 ans, on est d'accord que ce n'est pas un âge
déraisonnable d'espérance de vie, eh ben, vous avez un grand nombre de patients. Et donc du coup, l'essai qui a été mis en place, il s'adresse à des personnes qui ont des antécédents de maladie d'Alzheimer dans leur famille, qui eux ne se plaignent pas, hein, ils ont pas de signes, et qui ont entre 60 et 75 ans, parce que c'est là où on sait que l'APOE4, le fameux, etc., joue le plus, c'est là où le pic de fréquence se fait à ce niveau-là. Et donc à ces personnes-là, on propose de faire le test par l'imagerie, de voir s'ils ont les plaques amyloïdes, et s'ils ont les plaques amyloïdes, ils prennent le traitement, et là, 5 ans d'essai. Ben oui, parce que comme ils n'ont aucun signe, ben on ne s'attend pas à ce que la maladie ne décline pas rapidement, puisque de toute façon, ils ne sont pas encore malades. Donc il faut voir quand est-ce que vont apparaître les premiers signes. Et on est incapable de dire à quel moment la maladie va commencer. Donc l'essai qui a été engagé, c'est 5 ans. Et ça peut paraître, bah oui, c'est évident, il faut attendre un certain temps. Non, mais il faut rendre compte qu'un laboratoire derrière doit fournir tout l'argent nécessaire pour un essai qui dure 5 ans. Pour vous dire, historiquement, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de la médecine, dans le monde entier. Est-ce qu'on peut espérer un jour qu'il y ait un vaccin qui empêche le développement de ces plaques? Alors, oui, dans les essais qui sont même de prévention, il y a différentes approches. Vaccin, c'est-à-dire utiliser le système immunitaire pour empêcher le peptide amyloïde d'apparaître. Utiliser un inhibiteur de la protéine qui produit le peptide amyloïde et également d'agir sur la protéine tau. Vous savez, l'autre protéine dont je vous ai parlé, c'est pareil, essayer d'empêcher qu'elle s'agrège et qu'elle entraîne la dégénérescence des neurones. Donc tout ça, c'est encore à l'essai à l'heure actuelle. Mais on a souvent coutume de dire, je ne sais pas si ce sera le mot de la fin, mais on a souvent coutume de dire, ouais, mais ça fait, d'accord, mais ça, pas encore. Mais il faut aussi un temps pour les questions. Oui. Mais on a coutume de dire, ça fait 20 ans, ça fait 25 ans qu'on fait des essais dans la maladie d'Alzheimer, il n'y a rien qui sort, on n'arrivera jamais à la guérir. Moi je dis, il n'y a pas rien qui est sorti. Il y a tous les essais qui ont été faits auparavant, qui nous ont permis de comprendre ce qui se passe, de prendre le temps de comprendre aussi les molécules, parce que si aujourd'hui, je peux proposer, entre guillemets, à une personne qui n'a absolument aucun signe de la maladie, de recevoir un médicament de recherche assez haut en termes de technologie, en ayant la certitude, ou du moins la priori, qu'elle ne va pas développer d'effets secondaires graves, c'est parce que toutes ces molécules-là, elles ont été testées avant, et qu'elles ont été testées comme elles n'ont pas d'efficacité chez les malades, mais pas d'effets indésirables graves non plus. Et donc je ne pouvais pas m'abstenir de cette période-là en amont. Enfin, je dis je n'étais pas concerné. Donc on va se donner une dizaine de minutes pour des questions-réponses. Hein, s'il y a des questions dans la salle, et je suis sûr qu'il y a des questions sur la maladie d'Alzheimer ou sur les aidants. En attendant que vous prépariez vos questions, moi j'en ai une. Est-ce que c'est vrai qu'il y a un lien démontré entre les sports violences que les Américains appellent les concussions, les commotions, hein, donc avec le football américain, c'est les Américains je crois qui ont démontré ça, nous on a la même chose avec le rugby. Est-ce qu'il y a un lien entre les sports violents et l'apparition de maladies d'Alzheimer ou de formes de démence? Alors, forme de démence, oui, mais l'Alzheimer, pas nécessairement. En fait, les cerveaux de ces personnes qui font du rugby ou du football américain ont été analysés, et ce qui s'accumule dans le cerveau des patients, c'est uniquement les lésions tau. Il y a parfois des lésions amyloïdes associées, mais la forme que présentent ces lésions tau est un petit peu différente de la maladie d'Alzheimer. Et donc du coup, on a appelé ça un temps ce qu'on appelle la démence pugilistique, c'est-à-dire la démence liée au traumatisme répété. Les boxeurs sont... Les boxeurs sont aussi concernés. On ne sait pas encore exactement le lien, mais voilà, il y a bien sûr un lien. Des questions? Alors, une question là-bas. On va vous donner un micro. J'ai une question par rapport à ma grand-mère qui a été diagnostiquée maladie d'Alzheimer. Dans le micro qu'on vous entend. Par rapport à ma grand-mère qui a été diagnostiquée maladie d'Alzheimer il y a déjà plus d'une dizaine d'années, qui présente des troubles de la mémoire dans le temps, dans le repère de l'espace. On a réussi à faire un maintien à domicile grâce à l'équipe de coordination maintenant dans le plan Alzheimer, en étude de cas qui nous a apporté énormément d'aide. Mais par rapport à la mémoire, il y a certains moments, par exemple, j'ai ma sœur qui habite à l'étranger, et elle arrive à se souvenir quand on fait un appel qu'il y a un décalage horaire, que c'est en moins, que c'est le matin. Alors, est-ce que réellement c'est la maladie d'Alzheimer? Est-ce que c'est parce qu'il y a le traitement qui est en place, qui maintient Excellente question qui s'adresserait typiquement à un neuropsychologue. Pour la faire courte, la mémoire, on a coutume de dire la mémoire, mais on devrait dire les mémoires.
Et ce que vous illustrez à travers le cas de votre grand-mère, c'est que la maladie d'Alzheimer atteint surtout ce qu'on appelle la mémoire épisodique, donc la mémoire des faits, qu'est-ce que j'ai fait la veille, qu'est-ce que j'ai fait le matin, etc. Et ce dont vous parlez, le décalage horaire, etc., c'est de la mémoire sémantique, c'est-à-dire la connaissance sur le monde. Je sais qu'il y a tant d'heures de décalage avec la Réunion ou avec la Russie, je ne peux pas dire quand est-ce que je l'ai appris. C'est une connaissance que l'on a au fond, et cette mémoire-là résiste plus longtemps, même si elle peut être altérée, que la mémoire épisodique, la mémoire des faits. Traduction, je me souviens longtemps que Paris est la capitale de la France, ou même des choses plus globales, hein, que y a eu tel événement à tel moment dans l'histoire médiévale, par exemple, qui est peut-être totalement anecdotique et qui n'aurait aucun intérêt. Et pourquoi est-ce qu'elle s'en souvient encore maintenant? Alors que le fait que je lui ai dit hier 3 fois dans la même journée que j'allais passer demain matin pour l'emmener chez le médecin, et quand j'arrive, elle n'est pas prête, elle est encore dans son lit, elle a tout oublié. Voilà, c'est ça la grande problématique. Alors que là, on dit c'est important, c'est d'hier, c'est beaucoup plus récent, elle devrait mieux s'en souvenir. C'est parce qu'on n'est pas sur les mêmes types de mémoire. Une autre question? Alors écoutez, si vous avez plus d'autres questions... Juste une autre question aussi par rapport à tout ce que les interventions chirurgicales, ce genre de choses chez ces patients-là qui sont très compliquées à déplacer, notamment chez un médecin pour des consultations spécialistes. Elles devraient se faire opérer par exemple de la cataracte. On se demande le bénéfice, le rapport bénéfice. Est-ce qu'il y a des techniques, des méthodes pour amener, parce que la déplacer c'est très compliqué, une opération c'est très compliqué aussi. Est-ce qu'il y a un bénéfice ou des techniques qui existent pour accompagner dans ce genre d'intervention? Alors il y a 2 éléments de réponse, parce que finalement il y a 2 questions dans votre question. C'est la première, la balance bénéfice-risque. Ça, je pourrais laisser très bien le médecin généraliste en parler. Elle s'évalue de manière globale. Et donc je dirais presque que ça, c'est des partenariats à faire entre les différents médecins. Moi, d'un point de vue neurologue, le médecin généraliste sur l'ensemble de la vision globale. Et j'implique beaucoup les médecins généralistes dans la prise de décision par rapport à est-ce qu'il faut opérer cette hanche, est-ce qu'il faut opérer, etc. Moi, je leur pose la question directement dans mon courrier. Vous en pensez quoi? Parce que moi je suis pas capable de dire. Je peux prédire un petit peu de ce qui va se passer, mais je peux pas dire s'il faut y aller ou pas. Ou du moins je peux pas toujours y le dire. Et alors juste pour répondre, et après je vous passerai le micro, pour la deuxième aspect, par exemple au CHU de Rouen, on a développé un service dédié à l'accompagnement des personnes en situation de handicap, et y compris handicap cognitif. C'est pas forcément que cognitif, moteur. Et donc l'idée, c'est que la personne soit prise en charge depuis la porte de son domicile jusque chez la porte du médecin à la salle d'attente, avec du personnel dédié, lui éviter toute la problématique de faire la queue en bas à l'accueil de l'administration pour avoir les étiquettes, etc. pendant une demi-heure, etc. Lui éviter tout un tas de trucs, et que ça soit pris en charge de manière beaucoup plus sereine compte tenu de son handicap. Voilà, on arrive à la fin de ces 2 heures consacrées à la médecine préventive, prédictive et aux maladies neurodégénératives. Vraiment 30 secondes à chacun pour conclure, pour qu'on soit dans le temps pour le prochain intervenant. Alors la conclusion, je vais la faire pour vous, puisqu'il a parlé de poser, de voir ça avec le médecin traitant. En fait, nous, en tant que médecin traitant, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle l'évidence-based médecine. L'évidence-based médecine, c'est quoi? C'est la preuve, c'est la médecine basée sur les preuves, et on va prendre dans un domaine les données de la science. Que dit la science? Où est le bénéfice? Où est le risque? Ensuite, il y a la position du médecin. La position du médecin, qu'est-ce que pense le médecin par rapport à son patient de cette situation? C'est un petit peu l'analyse qu'on va avoir grâce à ce suivi longitudinal et pas transversal. La différence dans nos métiers, c'est qu'il voit le patient 1 fois, 2 fois, 3 fois, et nous, on le voit pendant des années. Donc, on va mieux le connaître. Donc, il y a notre position de médecin. Et ensuite, que va dire le patient? Que va dire sa famille? Donc, on va prendre ces 3 données, les données de la science, les données d'analyse du médecin, et puis ensuite, on va prendre les désirs du patient, les désirs de la famille. Alors, c'est rare que je parle des désirs de la famille, mais dans le cas de maladies neurodégénératives, c'est important. Et ensuite, on va tout inclure sur le plateau technique qu'on a au niveau local. Parce qu'un patient atteint de maladies neurodégénératives de type Alzheimer, il ne va pas supporter une hospitalisation. Il faut qu'on puisse faire des choses en ambulatoire autant que possible. Il ne va pas supporter d'être sorti de son contexte parce qu'il va être complètement perdu. Voilà, je voulais vous répondre un petit peu à ça, et on va se baser sur cette évidence-based médecine. Alors, je me demande, docteur, si vous n'avez pas un petit début d'Alzheimer, on avait dit en 30 secondes. Hein. Vous avez oublié la consigne. J'ai encore du temps. Allez, un mot de... Alors, cette fois-ci, vraiment en 30 secondes, chacun.
Moi, je rejoindrais complètement le docteur Chauveau. En fait, c'est l'avis du patient, l'avis de la famille. Est-ce que ça peut apporter un bénéfice quelconque à sa vie quotidienne? On parlait de cataracte, je crois que vous avez parlé de cataracte ou chose comme ça, quelque chose comme ça tout à l'heure. Alors, c'est un petit peu mon domaine. C'est vrai que si je vois une cataracte totale chez un Alzheimer, on en discute bien sûr, mais si on peut lui redonner un petit peu de vision, en fait, pour pas l'isoler de son monde extérieur, on y va. Ça, Alors, j'entends pas du tout ce que vous... Ah oui, la part d'autonomie pour le domicile, bien sûr. Bon, voilà. Mais de l'ambulatoire, parce que c'est vrai ce que dit Laurent, on les hospitalise et ça crée un sacré problème après. Et c'est de l'ambulatoire, uniquement de l'ambulatoire. Voilà. Allez. Non, mais vraiment 30 secondes cette fois-ci. Simplement pour dire qu'effectivement, l'important pour les familles, ça me semble de ne pas rester seul, quoi. Donc, nous, on est là pour accueillir. Il y a des ateliers pour les malades. Voilà, c'est vraiment précieux, je pense, de ne pas rester seul. Et on s'aperçoit au bout de quelques années de notre plateforme de répit que les aidants entre eux se soutiennent. Et ça, c'est essentiel aussi. Et juste pour finir, moi je conclurai très rapidement en disant que la prise en charge de la maladie d'Alzheimer, elle se fait de manière véritablement ensemble. Et là, tous les acteurs, depuis le patient, en passant par le médecin, les associations de malades, les associations de familles de malades, les intervenants sociaux, les intervenants paramédicaux et les équipes de recherche, parce que je ne les oublie pas, ils ont un rôle essentiel parce que c'est sur eux que repose l'avenir de la prise en charge de la maladie. Tout ça, on doit agir ensemble. Et à titre personnel, je pense que vous l'avez noté à mon certain enthousiasme, je suis intimement convaincu qu'on va y arriver. Voilà, hier on vous a parlé de digitalisation de la médecine, aujourd'hui on vous a parlé de médecine préventive, médecine prédictive. On vous a dit qu'il y avait de l'espoir sur la maladie d'Alzheimer et sur plein d'autres maladies. La médecine, elle est en mutation totale, ça bouge énormément. J'espère qu'on vous a passionné et puis on vous dit à bientôt. Merci.